Les mystères et surtout les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle de divin qui habite notre conscience proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun au-delà de cette vie une égalité absolue de devenir. Une semaine vient de se terminer, une autre démarre ce matin. Madame, messieurs, bonjour, bon début de semaine. Bienvenue à toutes et à tous à cette première édition de DBS Matin de cette semaine. Très heureux d'ailleurs de vous retrouver. J'espère que le week-end a été. En tout cas pour nous ici, nous sommes là pour vous donner le meilleur de l'information. Mes deux mousquetaires sont déjà là ce matin. Mangué Vernachus qui était du côté de Bamenda, qui est revenu d'ailleurs ce week-end hier. Bonjour, bienvenue à vous. Good morning, Steve, and good morning to our viewers. L'orage a été? Yeah, it was a good one. Steve, you know that the road on a dit que vous avez eu un problème entre le barrage en Dop et qu'il y a eu des tirs... Actually, between Bamenda and Jakiri, it was not possible for us to pass because reaching around Dop, we discovered that there was crossfire between the military and the separatists, so we could not go through and we had to. Désolé pour vous. On sait pertinemment que vous aviez vraiment besoin d'aller voir votre maman du côté de Jakiri, après le Dop et surtout après Bamenda. On espère que vous aurez l'occasion de le faire. Mais malheureusement, les Ambabo, ils sont toujours là. They are still there, Steve. The information. Finalement, c'est pas ce cas. À quoi ça sert les juju, hein? You know, the juju was in the south. We hope that it will extend also to that. On pensait que les juju vont exterminer. Mais bon, on a l'impression que ça va pas se faire. Alain Diop, bonjour, bienvenue à vous également. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. Vous allez bien? Je vais bien, surtout après la fête des pères. Vous savez que la fête des pères, c'était hier. Bon, vous êtes père également? Oui, absolument. Ah bon, je m'incline. Hein. Oui, je suis père. Bon, vous n'êtes pas comme Bernard Chus qui a deux jumelles et deux belles petites filles. Oui, absolument. Lui également, c'est ça. En tout cas, on va renouveler d'ailleurs nos hommages à tous les pères. Ce n'est pas facile d'être père. Ça, il faut le préciser. Tous les matins, tous les soirs, il faut chercher à manger, il faut que l'enfant aille à l'école, il faut. Bon, c'est quelqu'un me disait encore hier qu'il y a des pères qui ont fui. Bon, on n'appelle pas ça des pères. En tout cas, si mes deux mousquetaires sont là ce matin, c'est justement pour l'information traitée par nos confrères de la presse écrite camerounaise, africaine et internationale. Eh bien, c'est la revue de presse, la première partie en langue anglaise avec Mangué Vernachus. For this Monday, the 22nd day of the month of June 2020, we begin a review of the papers from the Post newspaper with this obituary on pages 6 to 7 of Chief Paul Fuanyi Nkemayang on the dramatic exit of a media warrior, journalism baobab, the fearless defender of people's freedom who has gone too soon. Still on death issues, on page 3, despite family acrimony, Victor Fosso finally goes home. And in the northwest and southwest regions, Minister Tazong's fact-finding and sensitization mission begins today. The Eden newspaper on page 6 tells us that the Higher Judicial Council is now set to work. With only one Anglophone among the 15 members, the paper asks if this is fighting marginalization or reinforcing it. Raging saga at the Catholic University Institute of Boya, Varsity Don fault ousted bot communique. And talking of deeds and misdeeds, the paper says a white lady gives birth to a black child and accuses husband of sleeping with black woman. Chief Paul Nkemazong, another titan of Anglophone journalism, dies suddenly. We read this in the Eden newspaper. We take the Median newspaper that opens with the Anglophone conflict, telling us that army restores security along Bamenda-Mamfe Road, saying business activities can resume after major separatist camps have been dismantled and fighters killed. Presidential plan for reconstruction and development, Paul Tazong begins special 2-week mission to the northwest and southwest regions. Talking of collapse of a wonderful collaboration, dramatic arrest of Vision Card journalist Ernest Obama, and in the southwest region, 3 years after contract award, Kumba City Mayor and SDO playing hide and seek over missing road funds. The Chronicle Times on Ambazonia interim president who exposed the PT2 how Sako Ikome swindled young Cameroonians in Oprah Winfrey's name.
raids on Amber hideouts across the northwest region, military high command hails a soldier's exploit against separatist fighters. The Herald Tribune quotes the Director General of Taxes, who in an interview says, our tax system is not based on lump sum and mandatory payment base. And on page 5, we read of a journalist who preached genocide on Anglophone arrested. The Advocate newspaper on the reconstruction and development of the northwest and southwest region says Prime Minister Dion Ngute sends team on mission, gives national coordinator 4 major tasks with July 3rd deadline. In Boya Diocese, Bishop refutes claims of conflict with priest, and the Star newspaper publisher Chief Nkemazong Paul bows out. It is the same sad story the Star newspaper carries today on Chief Fuanyi Nkemayo, talking of an irreplaceable exit of a journalism scent. The Horizon newspaper on their part says the Northwest and Southwest Marshall Plan on course as coordinator embarks on awareness and sensitization campaign. Then on page 10 we read of 2 citizens of Cameroon in custody for migrant smuggling over Bosnia and Herzegovina. On page 2, larger than life, the Bachwantai people pledge unflinching support to their ordained leader for Tabe Tando. We take the Guardian Post newspaper talking of treasury bond sales, saying government's credibility pays off as 219 billion francs CFA raised from financial market within 3 months. And on page 3, we read of the Port Authority of Douala that inaugurates COVID-19 isolation unit. The Sun newspaper tells us how O.C. Joshua based SDF's pains and gains to the Sun. He links SDF's dwindling fortune to Amber and CPDM alliance, mismanaged post-2002 internal wrangling, denies quote pro quo with Biya regime, saying SDF is doing a favor to the CPDM regime by lending them Njong Donatus, and reveals that the special status for the Northwest and Southwest regions was nurtured in the SDF think tanks, amongst other issues. The Crown newspaper reminds us of the passing on of the publisher of the Star newspaper, Chief Paul Nkemanyang. Cameroon Tribune tells us that a special bilingual bulletin has just been published highlighting major actions of Paul Biya in Cameroon, Africa, and the world, talking of peace through 100 actions. We take this other paper on Ladies' Corner, Ladies' News, talking of sexual violence, and the paper brings the appeal from the UN saying 33% of women living in the Northwest and Southwest regions have experienced sexual violence, and as low as 5% of victims have asked for compensation. In a similar story, 15% of survivors in the war against Boko Haram have been sexually abused, amongst other issues, in the Ladies' News newspaper. Out of Cameroon, the Herald newspaper in Zimbabwe talks of President Mnangagwa, who is determined to ensure that civil servants earn handsome salaries that are above the poverty datum line, with the recent move by government to increase salaries and offer a caution allowance as compassionate gesture to protect them from inflation and the effect of COVID-19. We end in Rwanda with the New Times newspaper that tells us of how members of Rwanda Patriotic Front Women and Youth League in Northern Province over the weekend unveiled a month-long initiative to support vulnerable survivors of the 1994 genocide against the Tutsi from across the province. Steve, these are some of the information from Africa and Cameroon that we could lay hands on this morning. En tout cas, on est resté sur le continent noir, le continent africain. On va pas également oublier de rendre d'ailleurs un dernier hommage au directeur de publication du journal de Star qui nous a quitté, l'un des rares journalistes d'ailleurs anglophones, a resté d'ailleurs égal à lui-même. Il a quitté la scène en tout cas, et surtout il a cassé d'ailleurs son stylo. En tout cas, toutes nos condoléances à nos confrères du journal de Star qui ont perdu justement leur directeur de publication. On va pas également oublier que de Horizon
nous fait savoir ce matin qu'il faut un plan Marshall du côté du nord-ouest et du sud-ouest. En tout cas, on va revenir avec toutes ces informations dans un instant. Allons-y d'ailleurs regarder ce que les journaux nous ont gardé, en tout cas, nous ont promis pour cette journée de lundi dans la langue française. Commençons par le quotidien Cameroun Tribune qui rend hommage à Paul Biya avec ce que le journal appelle la paix en sans action. Dans cette édition spéciale bilingue, hommage donc à la République qui vient donc de parcourir les différents faits marquants du président de la République dans ce domaine au Cameroun, en Afrique et même dans le monde. En page 4 et 5 du journal gouvernemental qui rend toujours hommage à Victor Fosso inhumé samedi dernier à Banjul. L'industriel a donc été fait commandeur de l'ordre du mérite agricole à titre posthume par le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kouété, représentant personnel du chef de l'État. Vice-président de la République, le clap dauphin, c'est le titre choisi par nos confrères de Mutation qui se demandent à quoi servirait ce poste dans l'architecture institutionnelle alors qu'il existe déjà un président du Sénat et que le contexte est à la réduction du train de vie de l'État. Tout cela est à lire dans le quotidien Mutation de ce jour. Concernant la coopération sino-camerounaise, le journal Essingan parle du péril Yangsheng. En tout cas, le journal nous fait savoir que l'ambassadeur de Chine au Cameroun a été justement saisi au sujet des graves exactions de son compatriote à Missolé par EDEA, le propriétaire de la société Gauda International Investment Trading, qui s'est prévaut d'une concession provisoire de 10 hectares susceptibles d'annulation pour cause de fraude et refuse même de se conformer à la décision gouvernementale suspendant provisoirement son autorisation d'occupation temporaire du domaine public obtenue à coup de corruption et de viol même des lois camerounaises en matière foncière, nous dit le journal. Le quotidien Le Messager évoque justement qu'Amerco, la compagnie aérienne nationale, a envoyé 250 salariés en chômage technique, croulant justement sous une dette cumulée de plus de 115 milliards de francs CFA et contrainte de louer au prix fort des avions la compagnie aérienne nationale au bord de l'étouffement, nous dit le journal Le Messager de ce jour. Le journal Intégration parle de Monseigneur Cléda et Mine Santé, mal au centre, contrairement donc aux structures sanitaires relevant de l'église catholique. Les hôpitaux publics du Cameroun peinent à s'intéresser et à appliquer le protocole de traitement proposé par l'archevêque de Douala, nous dit le journal. Et puis le ministre Santé qui est retranché derrière une expertise qui tarde à confirmer ou infirmer justement l'efficacité, l'élixir Covid et la SAD Covid au moment où les chiffres de la pandémie n'en finissent pas de grimper, nous dit le journal Intégration de Chirindon de ce jour. La stratégie de riposte contre le Covid-19 va coûter 479 milliards de francs CFA, nous indiquent nos confrères de Défi Actuel. En tout cas, cette stratégie qui s'étend sur 3 ans repose sur 5 piliers, à savoir la riposte sanitaire, la résilience économique et financière, l'approvisionnement stratégique et la recherche et même la résilience sociale, nous dit donc Défi Actuel de François Bambou. De ce jour, La Voix du Centre, le journal de la francophilie, revient sur la série JICAM, Présidence à prendre, dans son épisode 4. Tawamba Fomekan, vrai frère, en effet, selon le journal, le patron des patrons exacerbe une grogne silencieuse au sein du JICAM. On lui reproche d'ailleurs d'accorder trop de faveurs à l'agence Access. De nombreux membres crient au népotisme et même au favoritisme, nous dit le journal. Le caractère donc opaque de son management, la non-transparence dans l'octroi des prestations internes et même sa plus grande propension à se laisser donc influencer sont pointés du doigt. Tout cela est à lire dans le journal La Voix du Centre de ce jour. Tout de suite, direction au Gabon avec le journal L'Union qui titre CCS, le jour de Gambia. En détention depuis janvier 2017, victime de l'opération Mamba, l'ancien ministre détenteur de plusieurs portefeuilles entre 2009 et 2015, Margoire Gambia, comparaît donc à partir de ce lundi devant la Cour criminelle spéciale pour détournement présumé des fonds publics, nous dit le journal L'Union de ce jour. Direction Congo avec la dépêche de Brazzaville qui parlait justement de déconfinement
progressif avec la réouverture des lieux de culte et même de loisirs. Le gouvernement congolais a prorogé de 20 jours à compter du 20 juin l'état d'urgence sanitaire décidé dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et annoncé la réouverture à partir de mardi 23 juin des restaurants, bars, cafés, hôtels de tourisme, a indiqué donc le Premier ministre Clément Mwamba. En RD Congo, le courrier de Kinshasa évoque donc le lancement du programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de Covid-19. Un nouveau cap, selon le journal, vient d'être franchi dans la dynamique de lutte contre la Covid-19 avec le lancement le 18 juin donc du programme d'urgence d'atténuation des impacts de cette pandémie. Direction la France avec le journal Le Monde qui parlait justement des municipales, des fronts républicains à géométrie variable face au RN, alors que le parti les pénistes peut donc conquérir plusieurs villes. Le barrage à l'extrême droite peine donc à s'organiser localement, nous renseigne le journal Le Monde de ce jour. Terminons par le quotidien sportif, l'équipe qui s'intéresse à Benzema et nous dit que Benzema c'est l'intenable, même si son but prête donc à confusion, nous dit le journal, lors du match contre le Real Sociedad. L'attaquant français a été décisif et les Madeleines prennent donc la tête de la Liga devant le FC Barcelone. Voilà Steve, les différents sujets traités par la presse ce matin. On peut sentir le ton dans votre voix pour nous faire comprendre que vous êtes madrilène. On vous a compris, ne vous inquiétez surtout pas. On est au courant. On va quand même revenir un peu sur l'opération Mamba. On l'appelle l'opération Mamba. Mamba, voilà. Oui, Mamba vert du côté du Gabon. C'est justement l'opération anticorruption de ce côté-là. Et Magloire Gambia qui va en tout cas se présenter devant les autorités compétentes ce lundi. On espère pour lui que ça ira pour le mieux. Ça ira pour le mieux. Maintenant, il y a quand même quelque chose qui attire ma curiosité. Pourquoi est-ce que toutes ces opérations-là ont le nom des animaux? Des serpents. Des animaux. Au Cameroun, c'est le nom d'un oiseau. L'opération épervier. Là-bas, c'est l'opération Mamba. Donc, le Mamba vert. Ouais, le Mamba. L'opération Mamba. Donc, c'est pas un jeu. On sait de quoi est capable le Mamba vert. Bon, ben, tu savais quand il vous mord, c'est terminé. C'est terminé. Et donc, on a le sentiment. Et lorsque vous avez les griffes de l'aigle sur vous, de l'épervier, vous savez que vous êtes étouffé pour de bon. Absolument. Et donc, ce qu'on déplore justement dans ces opérations, c'est que justement, l'équité dans le règlement de ces conflits, il faudrait que justement, même si on peut reprocher un compatriote d'avoir fait distraire les fonds publics, mais il y a quand même des choses à respecter. Il faut savoir que faire un procès équitable, par exemple, et puis faire en sorte que si vraiment il peut être acquitté ou c'est avéré qu'il soit condamné, que de faire attendre quelqu'un depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui sans être justement... Ils savent pourquoi. On espère tout simplement avoir d'autres informations là-dessus. Commençons déjà par parler du directeur de publication de Star qui s'en est allé. Actually, Steve, the paper is telling us this is another, blow to the Anglophone journalism landscape in Cameroon, because the director of the Sun newspaper was one of those. Un vrai pilier du journalisme anglophone, il faut le préciser. Actually, Chief Paul Fouagny Nkemanyang, he has been a man that has been, behind the cushion of so many journalists of the Anglophone expression, and he's passing away, which the paper says is so soon, is another blow, Cameroon has been witnessing for this last days a number of influential Cameroonians gradually dying. We were talking of lawyers the other day, we were talking of churchmen, we were talking of people are just passing away. And certains hommes politiques également qui s'en vont, des hommes d'affaires également qui s'en vont. Donc on peut comprendre une chose, c'est que c'est une génération qui s'en va. On espère également qu'il y a une nouvelle génération qui va également prendre le relais. And when you read actually the Sun newspaper, the Sun newspaper talk of the passing on of a journalism scent. That was somebody who practiced the deontology, the ethics and deontology actually, as journalism was supposed to be. It's not this thing that people touch you from behind in front and you find yourself saying something that has no substance. Chief Paul Fouagny Nkemanyang was actually somebody, I had the privilege to meet him. We discussed at one point. And you discover that somebody who keeps telling you that when you are doing this profession, you are doing it for the good of the profession,
not because of any other thing. Don't think of money, don't think of anything. Do the profession as it is supposed to be. Justement, ne regardez pas l'argent lorsque vous faites le journalisme, mais regardez justement ce que vous faites. Restez justement professionnels. Horizon nous parle du plan Marshall qui est en cours du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Yes, you know, the presidential reconstruction plan of the northwest and southwest region. Of recent, we were talking of the installation of the national coordinator and the vice, Minister Paul Tazong and the Mayor Donatus Njong. Yeah, the Prime Minister gave them a mission that begins today and will end on July the 3rd. And that mission is to carry out fact-finding and sensitization. You know, the reconstruction plan has about 1 year lifespan. And for them to actually do something meaningful, they need to find out what is in the field. They need to sensitize the people who are back in the villages. Because, Steve, when we're talking of reconstructing the northwest and southwest regions, when the war is still ongoing, you know, ça va pas être facile, ça on le comprend parfaitement. When we talk of reconstructing the infrastructure, that is one thing, but we need to work on the psychology of the people. If we reconstruct and the people are in the bushes, nothing convinces them to come back to their villages. So we need to do that, talking about fact finding and sensitization. So the team has from today till the 3rd of July to sensitize the people to see, you know, the importance of the reconstruction and development of these villages that have been ravished by the close to 4-year conflict. Ça fait déjà plus de 4 ans déjà avec ce conflit, avec les Amba Boys. Vous, on va encore revenir, Alain Jok, sur Essingan. Le journal nous fait savoir d'ailleurs ce matin, on est revenu sur cette histoire de la coopération sino-camerounaise au péril de Yan Cheng. On parle toujours de 10 hectares qu'il a eu par fraude, corruption et surtout viol de la loi. Oui, c'est le journal Essingan qui nous fait savoir justement avec cette entreprise qui est du côté de DA Mussolet, qu'on parlait d'ailleurs depuis la semaine dernière. Justement, qui n'arrive on n'a pas compris comment un Chinois peut avoir 10 hectares de terre du côté des DA. Du côté des 10 hectares. C'est-à-dire, c'est du jamais vu quand même. On a entre les mains d'un Chinois. En parlant de 10 hectares. Et l'État du Cameroun a fait appel justement à l'ambassadeur de Chine au Cameroun. Absolument. Pour qu'il non nous donne seulement parce que c'était de façon provisoire. Oui. Non seulement on lui a rétrocédé cela, mais il n'arrive même pas à respecter les lois en la matière, c'est-à-dire les lois en matière foncière au Cameroun. C'est incroyable. C'est-à-dire les gens arrivent chez vous, on leur donne une parcelle de terrain. Maintenant, ne serait-ce que respecter les petites règles de rien de tout. Ils n'arrivent pas. C'est-à-dire on comprend donc ce qui est... Je vous ai posé une question aussi la semaine dernière. Je ne comprends pas comment on peut remettre 10 hectares de terre à quelqu'un qui veut faire une usine de fabrication de chaussures. Des chaussures. Oui, ça on ne sait pas encore. Et donc je pense que... C'est quand même bizarre. 10 hectares, vous n'allez pas utiliser les 10 hectares pour fabriquer des chaussures quand même. Absolument. Donc, je pense que nos cris tous les jours, nous sommes entendus et je pense que c'est pour cela qu'il fallait d'abord suspendre cela et voir un peu clair. Puisque justement, si quelqu'un n'arrive déjà pas à respecter nos lois, c'est quand même un problème. Steve, you know, when we read the history of the church in Africa, especially in Cameroon, and we talk of the church, the Catholic Church, when they used to come here, they say they want to construct a church. They give this area, construct a church here. They plant the church house here, plant the dispensary about 2 kilometers away, plant the catechist house about another 2 kilometers away, then the school, another 2 kilometers, and you discover that the church has practically zoomed a whole area of land, whereas they were given just this portion to construct a land. You cannot tell me that they're giving 10 hectares of land to somebody to build a shoe factory. Is it a village? Even if the shoe factory were a village. So these are kind of things that when you look at them, you see that, you know, the way they are abusing. At one point when I read it, I was even happy. I was saying that it is high time that those who are in charge should see. When somebody abuses you openly in your house, he tells you that you don't have control of your house. So, pas du tout, vous n'avez pas le contrôle de votre maison, c'est quand même grave, très grave. When a foreigner comes to the country and disrespect the government of that country, it's high time they should cancel all this kind of land of authorization. Why were they even calling the ambassador? Just simply cancel and tell him, young man, you should go back. I think nous on attend justement les résultats de l'appel de l'ambassadeur par l'État du Cameroun, mais on ne comprend toujours pas comment un Chinois peut avoir entre ses mains 10 hectares de terre. Et comme le disait d'ailleurs Mangué Vernatius, c'est comme ça que les églises y sont implantées. On parle bien sûr de l'église catholique. Aujourd'hui, on vous donne une parcelle de terre, vous construisez justement votre église. Après, vous avez le dispensaire à 2 km. Vous avez également l'école à 2 km. À un moment donné, vous allez vous retrouver que vous avez 10 hectares de terre pour vous tout seul. Allez savoir justement pourquoi. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été là ce matin pour cette revue de presse. Elle fut très enrichissante. Plaisir de vous retrouver demain. Je vous souhaite d'ailleurs de passer une bonne journée, surtout bon début de semaine à vous. Tout de suite et maintenant, nous prenons la chronique de Hervé Moukouri.
Hervé Moukouri, bonjour. Bonjour Steve. Comment allez-vous? Merci bien, ça Je va. vous souhaite un bon début de semaine. Hein. Merci. Vous pensiez encore au week-end? Non, bon début de semaine. Bon week-end, bon, c'est passé, vous savez, le week-end vient de... C'est pas aussi facile de sortir du week-end. Absolument. Parfois, on a besoin de rester pour longtemps. On aimerait que les week-ends soient aussi longs que moi. Mais bon, c'est pas facile du tout de revenir au travail le lundi matin. J'espère que le week-end a été. Ça a été tout à fait, merci. Eh bien, vous êtes là ce matin pour votre chronique. Et dans la chronique de ce matin, vous parlez de l'humilité dans le journalisme. Le journalisme, quel beau métier. D'ailleurs, nous qui l'exerçons, ne nous offusquons pas à dire à qui veut bien l'entendre que c'est le plus beau métier du monde, et ceci pour diverses raisons. Le journaliste collecte les informations, le journaliste traite ces informations et le journaliste fait diffuser ces informations dans le pur respect de la déontologie et de l'éthique journalistique. Dans le cadre de la collecte, les journalistes revendiquent le libre accès aux sources d'information et le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Dans le souci d'accéder à une information vraie, le journaliste rencontre aussi bien le simple débrouillard que le président de la République. Un privilège incommensurable. Dans le cadre de son métier, il voyage à travers le monde, pour ceux qui ont cette chance. Il échange avec les grands de son pays et du monde, quel que soit le domaine, fréquente les hôtels X étoiles, les palais, dort dans les châteaux au lambris et parfois voyage à bord des jets privés. On lui offre des présents. Quel beau métier. Quand il est célèbre, il est célébré et apprécié par le public et bénéficie davantage. Sauf que les journalistes brillants ou pas qui ont connu ces grands moments dans leur carrière ont très peu cultivé une des règles d'or de ce métier, la culture de l'humilité. Et ce n'est pas un journaliste de célébrité planétaire qui nous le rappelle fort opportunément, c'est le pape François. Le pape François qui dit « L'humilité constitue la clé de voûte du journaliste ». S'adressant à des confrères réunis au sein de l'association de presse étrangère, le souverain pontife a tenu à rappeler qu'il faut connaître correctement les faits avant de les commenter. Ceci afin que la communication soit réellement pour construire, pas pour détruire, pour se rencontrer, pas pour s'opposer, pour dialoguer, pas pour monologuer, pour orienter, pas pour désorienter, pour se comprendre, pas pour méprendre. Pour marcher en paix, pas pour s'aimer la haine. Pour marcher en paix, pas pour s'aimer la haine, je le rappelle. Oui, nous autres journalistes devons pour cela donner la voix qui n'a pas de voix, pas pour servir de mégaphone à qui hurle le plus fort, tout en cultivant l'humilité. Et c'est ce qui manque le plus dans notre métier, du fait d'être les maîtres de l'actualité, du fait d'accéder facilement à des endroits hermétiques. Le journaliste veut péter plus haut que son cul, oubliant que la vraie humilité est la mère de toutes les vertus. Vous ne pouvez rien obtenir en étant orgueilleux et condescendant. Le journalisme met au devant de la scène. Sous les feux des projecteurs, il nous embellit. Nous adressons à une population qui nous écoute parfois religieusement. Les encouragements flatteurs, les propos flagorneurs, les salamalek de nos fans et admirateurs, le sale jeu des hommes politiques qui, au nom de leurs intérêts, font tenir à nous autres journalistes des affirmations mensongères, des démentis bancals et bien autant d'échanges de liquidités. En échange de liquidités, voulais-je dire, loin, très loin d'être des espèces tournantes et trébuchantes, des sensations de supériorité qui nous font voir la vie en rose. Conséquence, les confrères deviennent des nains en journalisme et les autres qui se croient plus forts deviennent des grands dinosaures. Le journalisme doit surtout retenir qu'il n'est pas là pour diviser mais pour unir. Ça, on devrait le savoir. La neutralité ne faisant pas partie de ce métier, il serait louable que chacun d'entre nous comprenne que, quoi qu'on dise, nous exerçons le plus beau métier du monde. Mais cela doit se faire dans le plus respect des personnes ressources que nous recevons sur les plateaux, très souvent, des invités que nous recevons sur ces plateaux, des confrères avec qui nous travaillons au quotidien et à qui nous nous adressons, vous autres publics. Et pour cela, il faut l'humilité. Et l'humilité est l'autel sur lequel Dieu veut qu'on lui fasse des sacrifices. Nous devons donc être
humble. Ne pas dénigrer parce qu'on a un support pour s'exprimer. Les blessés perdront donc toute humanité lorsqu'il vous arrivera un malheur. Et là, ils seront sans pitié, ils s'en réjouiront. Ils s'en réjouiront forcément. Merci beaucoup Hervé Moukori pour cette chronique de ce matin. Il faudrait que le journaliste soit humble. Très humble. Vous l'êtes, ne vous inquiétez pas. Non. Il faut qu'on se fasse petit. C'est tout. Parce que c'est les autres. On parle pour les autres, on s'adresse aux autres. Et on ne sait pas à qui on s'adresse. On s'adresse aux docteurs, aux médecins, on s'adresse aux grands du monde. Et on a l'impression parfois que quand on s'adresse à eux, c'est nous qui faisons le monde. Non, c'est eux qui ont. C'est eux qui ont le monde et c'est pour eux que nous travaillons. Voilà. Nous sommes tous ici-bas, en tout cas nous pour les sommes que autres. des relais entre ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas. Nous sommes là des intercesseurs. Il faudrait que nous jouions notre rôle d'homme humble, de journaliste humble, et pour que nous ne soyons pas ceux-là qui, je le disais encore, qui mettent le feu, qui, disons, traitent les autres pour de rien. Non. Et là, il faut toujours, comme on nous le dit très souvent, vraiment se limiter aux faits. Se limiter justement aux faits. Les faits sont sacrés, hein, il faut le préciser. Très sacrés. Les faits sont sacrés. Il faut se limiter justement aux faits. Et, on a suivi cette catégorie de journalistes qui tirent sur les uns et les autres. D'ailleurs, ils aiment bien utiliser le mot « je vais tirer ». Et ils tirent d'ailleurs à boulet rouge, on vous comprend parfaitement. Voilà. Merci Hervé Moukori d'avoir été là ce matin. Je vous souhaite de passer une bonne journée, surtout bon début de semaine à vous. Merci. Tout de suite, et maintenant, mesdames, messieurs, nous entrons dans le débat. Toujours au pas de course, ce n'est pas très souvent facile, hein, c'est pas facile du tout d'avoir tous ces invités sur le plateau, surtout le lundi matin. Mais le lundi matin, ils sont là malgré, il faut le dire, les intempéries, et sans oublier Dame Pluie qui joue d'ailleurs les troubles fêtes ces derniers temps-ci. En tout cas, nous sommes dans le mois de juin. Ils sont là les invités. Bertrand Tatida, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, merci de m'avoir invité ce lundi. Je suis content d'être là avec des aînés, des amis, des compatriotes pour essayer effectivement d'y mettre un peu une touche sur le sujet que vous avez mis à notre sagacité. Juste un petit point d'actualité. Oui. Les obsèques du patriarche Fotso Victor ont enfin eu lieu ce week-end. Tout s'est très très bien passé. Les discours ont été assez poignants et très profonds. Toute la famille n'a pas pu être réunie. Yves-Michel Fotso n'était pas présent, certainement pour des problèmes sanitaires et des problèmes de santé. Souhaitons, espérons que les œuvres de ce grand monsieur, de ce patriarche puissent, comment je vais dire, vivre dans le temps. Et à la limite même que l'État puisse s'impliquer s'il le faut pour servir de facilitateur si jamais il y a, comment on peut dire ça, des désaccords au sein des membres de la famille. C'est relativement très important et voilà, nous sommes très contents qu'il ait pu enfin se reposer pour l'éternité. Sur la terre de ses ancêtres, justement, en tout cas nous allons également une nouvelle fois présenter nos condoléances à la famille si durement éprouvée. Patient Parfaido, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à mes amis du panel, bonjour à Bertrand. Merci. Bonjour à tous nos techniciens de la DBS La Matinale. C'est un plaisir chaque fois que je suis invité sur votre plateau. Je vais commencer tout de suite par cette bizarrerie que j'ai entendue, je crois, vendredi dernier. Les députés de l'Union européenne ont enfin reconnu l'esclavage comme étant le crime contre l'humanité. Un crime contre l'humanité.
Ça peut faire rire si on n'était pas dans un monde aussi cupide et aussi violent que le nôtre, de constater que après 5 siècles d'esclavage, avec les codes noirs, tous les codes que vous pouvez vous imaginer, c'est seulement récemment, donc ce vendredi dernier, Il a fallu qu'on parle d'ailleurs du code noir pour que la décision soit prise finalement. Que les députés européens décident de reconnaître l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Alors que chaque année, Oui. on vous rappelle qu'il y a eu la Shoah. On a même tenté de faire passer la Shoah comme le crime le plus sévère. Je ne sais pas. C'est maintenant qu'on vient de reconnaître. Je crois qu'il y a une conséquence, il y a un lien de causalité entre les manifestations des Noirs aux États-Unis depuis l'assassinat de George Floyd, avec le fait qu'ils en ont marre de la criminalisation de la vie des êtres des Noirs, et le fait que peut-être le curseur commence à bouger, les Européens commencent à comprendre que ce qui se passe dans le monde par rapport à l'existence de l'homme noir ne peut plus continuer comme hier. Et c'est dans ce sens aussi que c'est de mettre en perspective ce qui s'est passé là avec le procès de Laurent Gbagbo. Je crois qu'ils comprennent que de plus en plus, il y a des générations d'Africains qui ne vont plus accepter de plus les Chines. Et je pense que c'est une petite victoire pour nous qui venons hurler, qu'on appelle les aboyeurs de temps en temps sur le plateau, mais pour dire à ces gens-là que hier ne serait plus possible aujourd'hui. En tout cas, c'est le sujet qui va nous intéresser demain. Ne vous inquiétez surtout pas, demain matin, pour la matinale de DBS. Docteur Yam, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, Monsieur Ngos, merci de m'avoir invité. Ce que mes deux précédents co-panélistes ont dit m'a fait bondir, ça m'a fait presque hurler. Parlant du patriarche Victor Fotso, chapeau l'artiste, mais écoutez, nous avons un grand précédent dans ce pays, la fortune de Paul Sopo-Preso, qui aujourd'hui a été presque laminé, pillé. Et je n'ai jamais compris pourquoi l'État ne protège pas les biens nationaux. C'est un patrimoine national. Ce que la fortune de Sopo-Preso à l'époque, qui dépassait les 2 milliards de dollars, a été dilapidée. Complètement, 2 milliards de dollars en 98-99, ça représentait aujourd'hui l'équivalent d'à peu près un tiers du budget de l'État camerounais actuel. Mais on l'a laissé, ça s'est pillé, des milliers d'emplois ont été perdus, comme si ça ne concernait pas l'État. Et là, je pense qu'ils vont faire attention et protéger la fortune Fotso pour s'assurer que les emplois des Camerounais et les capacités scientifiques, techniques qui ont été installées continuent à servir le pays. Pour ce qui est de cette affaire d'esclavage, oui, bien sûr, les Européens ont reconnu, mais ça rappelle simplement l'abolition de l'esclavage par les Français, les Anglais et tout ça, qui ont oublié que c'est parce que les Noirs s'étaient battus que l'esclavage est fini. C'est pas eux qui ont décidé que l'esclavage est fini. Pour ce qui est de la reconnaissance de cette affaire comme crime contre l'humanité, mais le scandale derrière, c'est que l'Union africaine ne l'a pas fait. Avant, alors qu'on le leur a dit depuis plus de... Je me souviens que la première fois que je me suis retrouvé à parler de cette affaire, c'était avec un ministre libyen qui s'appelait Tikrit, qui était venu au Cameroun. Nous étions en 2000. Et nous leur disions, la première chose que vous devez inscrire dans l'agenda de l'Union africaine, je te parle de 2000, il y a 20 ans. J'étais encore jeune étudiant à l'université de Douala. La première chose, c'était de reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité, la colonisation comme crime contre l'humanité, ériger spécifiquement les massacres des Belges au Congo comme le paradigme du crime contre l'humanité. Ils n'ont jamais rien fait. Ils ne l'ont pas fait. Et du coup, c'est encore les autres qui ont l'initiative. Même là où c'est nous qui avons souffert. C'est scandaleux. On vous comprend, messieurs. Tout le monde a un grand coup de gueule ce matin. Je ne pense pas que c'est Albert Natola ici qui va dire le contraire. Bonjour Albert Natola ici, bienvenue à vous. Bonjour Steve, je salue mes co-panélistes ainsi que les nombreux téléspectateurs de DBS, la matinale qui nous regardent, particulièrement les fan clubs de cette tribune intellectuelle. Écoutez, j'ai suivi avec beaucoup d'attention la chronique de Hervé Mokourou, mais sauf que je ne suis pas d'accord avec lui sur un point. Il y a les faits qui ne suscitent pas l'humilité, mais qui suscitent au contraire la révolte. Et pour ce qui concerne la révolte, mon questionnement ce matin, est-ce que la justice est dite dans ce pays au nom du peuple camerounais, comme le stipule la constitution camerounaise? Est-ce que le gendarme, est-ce que le policier, qui sont les auxiliaires du procureur de la République, suscite encore la crainte qui suscitait par le passé? En tout cas, les questions que je suscite ce matin
et celle que je ne voudrais pas évoquer ici, certainement beaucoup de nos compatriotes qui nous regardent derrière le petit écran, c'est les pauses. C'est le temps que ces derniers temps, nous avons constaté que la justice justement n'est plus dite au nom du peuple camerounais, mais beaucoup plus au nom des systèmes privilégiés, au nom de l'arbitraire et surtout de la violation de la loi. Absolument. Je pense donc qu'il y a une problématique qui se pose, qui est fondamentale. Le système judiciaire camerounais mérite une autopsie. Je suis devenu journaliste par vocation et non par défaut et non par nécessité. Pourquoi? Parce que j'avais des modèles comme Charles Ndongo, Denis Epoté et Richinji. Comme Alain Belibi. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce milieu judiciaire, il y a encore des modèles qui peuvent servir de vocation? Je ne crois pas du tout. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été là d'ailleurs. Merci d'être là ce matin. Merci d'ailleurs pour vos coups de gueule. Ça sensibilise d'ailleurs les millions de téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Mais le sujet qui nous intéresse, messieurs, c'est la rétrocession. Œuvres d'art africaines dans les musées français. À quand la rétrocession, justement? Comment rendre à l'Afrique des milliers d'œuvres d'art arrivées en France sous la colonisation? Eh bien, le président français Emmanuel Macron a reçu d'ailleurs il y a quelques années un rapport attendu posant les jalons d'une telle restitution considérée comme un acte de justice, mais aussi, il faut le dire, perçu par certains experts comme une boîte de Pandore. Ce rapport, dont l'agence France Presse avait consulté un exemplaire, dresse un inventaire précis des dizaines de milliers d'objets que les colons ont ramenés d'Afrique entre 1885 et 1960. Ces deux auditeurs et surtout auteurs proposent un changement législatif majeur du Code du patrimoine pour permettre des restitutions, ça il faut le dire, de collections se trouvant dans les musées français à des États demandeurs. Ce fut d'ailleurs le cas avec le Bénin il y a quelques années. Le 28 novembre 2017, à Ouagadougou, le président français Emmanuel Macron avait annoncé la mise en œuvre dans un délai de 5 ans, la restitution temporaire ou définitive du patrimoine africain reconnaissant l'anomalie que constitue sa quasi-absence en Afrique subsaharienne. Selon les experts, 85 à 90% du patrimoine africain serait hors du continent. Je parle bien sûr de 85 à 90% du patrimoine africain. Emmanuel Macron avait donc confié à 2 universités français et sénégalais, Bénédicte Savoy et Felwine Sarr, le soin, il faut le préciser, de procéder à de vastes consultations. Eh bien, ce sera au président français de poursuivre d'ailleurs ou non leur proposition assez radicale dont la mise en œuvre risque d'être complexée. Le rapport lui sera présenté lors d'une réunion de travail et bien sûr, jusqu'à preuve de contraire, Emmanuel Macron n'a pas encore, il faut le dire, répondu à cela. Comme tous les rapports, il a vocation à être enrichi par des consultations supplémentaires dans lesquelles le ministère français de la Culture aura toute sa place. Il faut préciser par ailleurs que, parlant justement de ces œuvres d'art, rien que dans le musée Blanqui du côté de la France, il y en a, il faut le préciser, 70 000 œuvres d'art qui appartiennent à l'Afrique sur 90 000. Les autres 20 000 sont repartis dans les autres villes de la France. Comment donc restituer cela aux Africains? C'est notre grande interrogation ce matin. Précisons par ailleurs que le périmètre de la spoliation engloberait, il faut le dire, les biens pillés, volés, butins de guerre, mais aussi ceux très nombreux acquis à des prix dérisoires, sans commune mesure avec le marché de l'époque par des marchands militaires, missionnaires, voyageurs, et sans oublier bien sûr tous ces prêtres et pasteurs qui se faisaient passer d'ailleurs pour pasteurs et prêtres alors qu'ils étaient tout simplement des militaires. Le rapport recense également au moins 90 000 objets d'Afrique subsaharienne dans les collections publiques françaises. Le musée Clé Branly est le plus concerné avec 70 000 œuvres dont les 2 tiers furent acquises durant la période 1885-1960, soit 46 000 objets potentiellement concernés. Les pays les plus intéressés sont le Tchad avec 9 200 œuvres, le Cameroun 7 800 œuvres et Madagascar 7 500 œuvres. Je vais m'arrêter là, messieurs, et justement je vais vous demander vos réactions. Je commence par Dr Yam. Écoutez, d'abord, rien n'a jamais été acquis. Ils n'ont rien acheté. Parce que si vous dites que quoi que ce soit a été acheté, vous êtes en train de dire, par exemple, que les esclaves ont été achetés. Rien n'a été acheté. Ça a été arraché. Il faut que les gens sachent. On l'a précisé, nous vous ça a été arraché. Il n'y a pas eu de prix dérisoire. Il n'y a jamais eu de prix. Ça a été arraché. Aussi simple que cela. Et la France n'est que le doigt qui cache le visage. Parce que
les plus grands... la France est certainement parmi les plus grands pilleurs. Oui. Vous avez l'Angleterre, vous avez l'Allemagne, vous avez le Portugal, vous avez les pays comme la Hollande qui ont sérieusement pillé les pays africains et d'autres pays à travers le monde. Donc, quand on dit cela, on aurait pu revenir sur la fonction de l'art chez nous, c'est quoi l'art, ça représente quoi, etc. Mais la question de fond aujourd'hui dépasse largement ou est plus intéressante au-delà de ce que nous appelons l'art aujourd'hui, qui est chez nous résulte de la maîtrise des forces de la nature et non pas premièrement d'une intention décorative. Il faut que ce soit cette différence qui soit comprise. Chez les Occidentaux, c'est vu comme cela. Mais encore qu'on peut distinguer ces choses. Nous avons des éléments de l'art qui peuvent décorer, mais nous avons ce qui est important, qu'ils ont pris, est cultuel. Et ce n'est pas un hasard si c'est ça qu'ils ont pris. Il n'y a aucun hasard là-dedans. Mais imaginez le scandale que ce serait que moi j'aille piller les églises en Europe et que je vienne garder les calices et les soutanes des prêtres dans un musée dans mon village. Mais vous imaginez comment les Occidentaux réagiraient? Vous imaginez comment ils réagiraient? Que nous allions dans leur pays, nous pillions les églises, les cathédrales, etc. et que nous ramenions ça, nous disions, ah non, c'est juste, c'est des objets d'art. Un calice utilisé pendant une messe, c'est un objet d'art. Est-ce que c'est un objet d'art? Une soutane portée par un prêtre ou un évêque ou un cardinal, c'est un objet d'art. Mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et je suis sidéré de constater que, au fond, qui fait ce travail? Quelques activistes. Il y a peut-être le Bénin ou le Sénégal qui ont essayé de demander, le Tchad, etc. Mais l'essentiel est fait par des activistes qui mobilisent, qui poussent, qui essayent de faire bouger les lignes et d'obtenir cette restitution. Mais il s'agit de restituer. Quand vous dites restituer en français, sauf si j'ai mal compris, mais le terme restituer veut dire quelque chose que vous avez volé. Donc il y a une reconnaissance claire que c'est un vol. C'est ça qu'on appelle restituer. Ils le savent d'ailleurs très bien. Non, il ne faut pas qu'ils le sachent, qu'ils le disent, ils le reconnaissent. Le problème, justement, la plupart du temps, les Européens, c'est qu'ils ne reconnaissent pas qu'ils ont fait quelque chose. Quand ils le reconnaissent, c'est entre eux. Ils vont vous dire, ah oui, c'est vrai, il y a eu la Shoah. Et c'est parce que c'est entre eux. Mais quand il s'agit de l'Afrique, c'est pas ça. On ne reconnaît pas qu'on a volé, qu'on a pillé, qu'on a mis en esclavage, que c'est un crime contre l'humanité. Mais ce qui m'agace le plus, c'est l'attitude des chefs d'État africains et l'attitude des autorités africaines. Mais la CPI vous sert à quoi? Tous ces pays que nous venons de citer ont ratifié le statut de Rome. Et là-dedans, les vols comme ceux des objets d'art font partie des crimes contre l'humanité. Pourquoi ils ne saisissent pas la CPI? Mais ils ont quand même déporté Gbagbo là-bas. Pourquoi ils ne saisissent pas la CPI? Justement pour ça. Voilà un crime contre l'humanité sur leur table. Et ils sont là, ils font rien. Ils doivent saisir donc cette fameuse CPI. Ils doivent, à la limite, ils n'en ont même pas besoin. Ils créent une cour spéciale, un tribunal spécial, qui doit être d'ailleurs pénal. Un tribunal pénal international sur les objets d'art en Afrique. Eux-mêmes, ils créent cette cour, ils jugent les auteurs qu'ils connaissent et ils prennent les sanctions qu'il faut. D'ailleurs, quand les gens viennent vous dire qu'ils ont 60 000 œuvres d'art, vous avez vérifié ça où? C'est eux qui disent ça. Vous avez vérifié ça où? Quand il a fallu qu'Israël traque les auteurs de la Shoah, ils ne sont pas allés demander aux Allemands. Ils ont créé des services secrets spéciaux pour les traquer à travers le monde. C'est à nous de créer des services spéciaux pour traquer tout ce qui aurait dans leur cave, dans leur château, dans leur maison de campagne, dans leurs appartements, dans leurs villas, pas seulement les œuvres d'art originales, jusqu'aux représentations de ces œuvres d'art, de les traquer, de les identifier et de ramener nos œuvres d'art ici. Il s'agit d'une œuvre patriotique, il s'agit d'une œuvre de salut de notre civilisation. Mais vous imaginez un trône sur lequel n'importe qui vient se placer? Est-ce que les trônes chez nous, des rois qui sont en Afrique, est-ce qu'on s'en approche comme ça? Quand je pense que les choses dont nous n'osons même pas nous en... Parce que c'est des choses cultuelles. Ces masques-là, tout le monde ne les touche pas. Tout le monde ne peut pas toucher ce qui est derrière vous là. Tout le monde ne touche pas à ça chez nous. Ce qui veut dire que, pire, les gens qui ne font pas partie de l'organisation sociale à laquelle cela appartient doivent même être tenus le plus loin possible. Et je crois que, en fait, il y a quelque chose qui agace sérieusement en Afrique aujourd'hui. C'est que les gens ne prennent pas toutes leurs responsabilités.
D'ailleurs, l'une des choses qu'un tel tribunal, l'une des choses qu'ils doivent intégrer dans cette revendication, c'est que les recettes de tous les musées qui ont jamais présenté ces œuvres-là doivent nous être restituées aussi. Parce que c'est nos œuvres qui les ont produites. Et il n'y a aucune raison qu'on nous restitue les œuvres et que les gens gardent le bénéfice de nos œuvres. Vous connaissez quelqu'un qui travaille pendant que l'autre mange, sauf si c'est l'esclavage qui continue. Parce qu'il n'y a que dans le cas de l'esclavage que vous travaillez, vous avez des biens et c'est les autres qui en profitent. Je crois qu'il y a là... Nous traversons une période pendant laquelle il va falloir que les Africains prennent leur destin en main et qu'ils disent non, qu'ils disent stop, c'est la fin, arrêtez. La question de l'art est la question de l'âme d'un peuple. C'est la question de l'identité fondamentale d'un peuple. Au-delà de l'art, vous n'avez rien qui perdure, qui demeure, qui reste et qui fait votre identité. Un avion n'est pas votre identité. Une fusée n'est pas votre identité. Tout le monde peut construire ça. Ce micro n'est l'identité de personne. Tout le monde peut faire ce micro. Vous avez le sentiment que tout le monde peut faire ce masque? Pas du tout. C'est la seule chose qui vous présente de manière identitaire. Et là, les gens ne parlent que de ce qui est dans les musées. Vous avez pensé aux manuscrits? Les manuscrits de l'Égypte antique, les manuscrits du royaume Songhai, etc., du Monomotapa, les manuscrits du Congo. Vous avez pensé à ça? Les manuscrits de Tombouctou, les manuscrits de Madagascar. Vous avez pensé à ça? Je n'ose pas parler de tous les autres manuscrits. Vous avez pensé des manuscrits des Bassa au Libéria? Vous avez pensé à ça? Vous avez pensé à tout ce qui a pu être pillé en Gorlituba ici? Est-ce que vous avez pensé à tout ça? En réalité, vous avez pensé aux vêtements qui ont été ramassés partout? Nous avons des gens qui nous parlent, par exemple la princesse Bangwa, etc. Et je n'ose pas parler de tout ce qu'on a pu ramasser à travers toute l'Afrique. Je ne fais pas la nomenclature ici, l'inventaire ici. Mais je vous dis, ce qui est officiel ne serait-ce que la face visible de l'iceberg. Oui. Je suis persuadé que quand le musée Branly dit qu'il y a 70 000 œuvres, ils en ont certainement 500 000. Et je peux vous assurer que s'il y en a 500 000 potentiels dans ce musée-là, je ne dis pas en France, dans ce musée, c'est qu'il y a plusieurs millions d'œuvres qui sont en France et nous devons mettre en place des brigades pour traquer tout cela. Nous devons nous assurer d'avoir tout cela chez nous le plus rapidement possible. Seulement, j'interpelle nos dirigeants ici, nos gouvernements. Le tout n'est pas de soutenir la restitution de ces œuvres commencées à construire dans les zones où on va les garder. Justement, on allait arriver. Il faut vous assurer que quand ces œuvres reviendront sur le continent, non seulement ça ira dans les palais, les musées où ils doivent être, les palais et toutes les zones, tous les sites culturels où ces musées doivent être, il faut mettre en place les éléments qui permettent leur pérennisation à travers le temps. Et ça, pour ce genre d'acte qui concerne notre âme, notre identité, nous n'avons pas besoin de l'aide extérieure. Nous devons le faire avec nos propres efforts, avec nos propres ressources, avec nos propres moyens. Patient parfum d'homme jusqu'à preuve le contraire. Il faut préciser par ailleurs que ces œuvres d'art africaines, il faut le dire, ont fait la fierté d'ailleurs des musées parisiens, des musées français, et ont rapporté des millions d'euros. Des milliards d'euros depuis 1885. Non seulement il y a ces œuvres d'art, mais il y a aussi l'art actuel qui continue d'être pillé. Je vous rappelle que l'année dernière, l'œuvre d'art qui a comment dire ça, à la vente aux enchères en Angleterre, de la maison, je crois, Sotheby, c'était une œuvre d'art de l'ethnie Mabéa. Les Mabéas sont entêtés à Écribi, fait sous bois, qui a coûté un montant que personne, on n'a même n'ont pas voulu relever. Mais on dit ça atteint des sommets incroyables. Donc, continue le pillage. Le pillage n'est pas terminé. Ce pillage, on ne le retrouve pas seulement dans ces institutions officielles, que sont les musées et autres. Mais il y a aussi le pillage qui bénéficie aux collectionneurs privés. Et donc, nous n'en parlons pas assez. Et l'un des pays qui a le plus de ces objets pillés, mais qui sont dans les collections privées, ce sont les États-Unis. On n'en parle pas assez. Et vous vous souvenez de cette histoire d'Afro Akom, cette statue Afro Akom qui a été
acheté ici de manière bizarre et qui s'est retrouvé aux États-Unis. Et quelqu'un a eu la maladresse de mettre cette statue qui, comme le disait tout à l'heure, faisait partie des éléments cultuels Oui. du peuple afro comme au nord-ouest du Cameroun. Ce sont, vous vous souvenez, il y a le grand lac après Kumbo, vous montez là-bas, où se trouve ce peuple-là. Ce sont les Kum. Alors ce gars se retrouve dans une pièce qu'il ne reconnaît plus. Il ne voit plus ses éléments, ses fondamentaux. Il ne laisse en plus, il dit, mais qui m'a mis ici dans cette cage? Alors, je vous raconte dans l'histoire. Le collectionneur était étonné de retrouver que chaque matin, tout était saccagé dans la pièce. Il cassait tout. Il a donc posé des problèmes à ses amis qui ont interrogé des chercheurs qui leur ont dit attention, l'œuvre que vous avez là est quelque chose de très, très, très important pour un peuple. Tant qu'il ne retourneront pas chez lui, vous n'aurez pas la paix ici chez vous. Donc, là, on a impliqué l'État, ça a été organisé, et l'œuvre Afro-Acom est revenue au Cameroun. C'est là où c'est important maintenant d'interroger, je crois qu'on avait discuté un peu en off, la seconde partie, qui est la question, mais ces œuvres d'art-là, après seront... Faites le tour du Cameroun. Regardez le musée national. Même ce qui fait... On nous a donné l'impression d'avoir comme ça, on dit, allez voir. Dans quel... C'est-à-dire que la conservation. Nous sommes face à des gens qui ne se gênent pas, parce qu'ils sont au pouvoir, parce qu'ils ont les moyens de l'État, de piller les espaces, de prendre des centaines d'hectares de terrain pour eux, pour leurs enfants. Vous croyez que c'est ça qu'ils ne vont pas piller? Commençons d'abord par nous interroger de la valeur que nous donnons à ce qui nous est commun. Les gens ici ont des habitudes qui sont pires que ce que nous voyons en Europe. Je ne suis pas sûr que ces œuvres d'art rentrées au Cameroun seront, bien protégées, bien entretenues, mais surtout profiteront à tout le monde. Nous sommes dans un pays où l'avarice de certains les pousse même à acheter des plages. Vous avez déjà vu ça où? La plage dans le monde qui se respecte fait partie du domaine public. Tous les habitants d'un pays ont le droit d'avoir accès à la plage. Allez voir ce qui se passe. Les gens ont des barrières qui plongent carrément dans l'océan en privatisant des plages. C'est quoi? Donc, pour ces objets d'art, on a parlé tout à l'heure, mon souhait, c'est que l'Afrique, vraiment, crée une véritable commission pour s'attaquer à ce problème. Deuxièmement, que l'Afrique, c'est l'Union africaine qui peut le faire, crée de véritables musées où tous les objets d'art qui pourront être récupérés plus tard doivent être répertoriés et être dans des conditions de conservation les plus idoines. Sinon, je peux vous dire que les 3/4 de ce que nous allons récupérer là seront bousillés par l'humidité et d'autres maltraitances, soit ils vont se retrouver dans les collections privées des individus parce que, à force de regarder, à force de vouloir vivre comme les Européens, nous avons des gens ici qui se considèrent complètement en terrain conquis. Ils se sentent plus africains et camerounais comme tout le monde. Si dans d'autres pays, par exemple en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, un peu en Afrique de l'Est, les gens ont ce mental-là, je le dis, cette vocation à comprendre ce que c'est un bien public. Dans certains espaces du golfe de Guinée, excusez-moi le terme, que j'appelle encore le cœur de ténèbres, les gens ne comprennent pas l'urgence, j'allais dire la nécessité d'avoir un bon commun qui représente en réalité qui nous sommes, notre culture, notre apport dans cette culture de l'humanité. Tout à l'heure, il y a parlé des manuscrits, mais allez voir en Égypte. On a dit que la plupart de l'Égypte ancienne, on sait que c'est nous les nègres qui les avons construits, qui les exploitent. C'est des domaines, c'est des débats qu'on n'ose pas souvent trop ouvrir. Hein? Est-ce que ce sont les enfants des Ixos, je ne sais pas, des barbares arabes là, ceux qui doivent gérer ce patrimoine? Qu'est-ce qu'ils en savent? Quel est le rapport qu'ils ont vis-à-vis de tout ce patrimoine? Lequel? Le seul qu'on a pu faire, c'est que, bon, chaque fois qu'il y avait une statue bien quoi en Égypte, on s'empressait de lui tailler le nez parce qu'on ne comprenait pas que des gens qui ont dominé le monde avaient un nez épaté comme toi et moi. Il faut qu'il y ait une véritable éducation. Une véritable éducation à la conservation de ce qui a fait la fierté de notre passé.
Parce que c'est seulement comme ça que nous serons capables de mieux nous projeter dans l'avenir. Est-ce que vous savez qu'un grand peintre comme Picasso a dû tricher dans les œuvres d'art africains pour produire tout ce qu'il a d'exceptionnel? Ils ont triché. Leurs collaborateurs le reconnaissent et le disent même ouvertement aujourd'hui. Mais pour nous, comme le dit Yam, ça va être des trucs d'exposition que les gens vont mettre là. Il faut qu'on couple cela avec un renouveau culturel de nos peuples. Pour qu'on réapprenne à quoi servaient ces choses-là. S'il y a un culte qui était appliqué, qu'on essaie de le remettre en valeur. Sinon, j'ai bien peur, comme je le dis, j'insiste là-dessus, que rien de possible sera fait. Donc pour moi, commençons d'abord, avec le peu que nous avons ici, à construire de véritables musées. Mais vous avez des enfants. Vous êtes déjà venu l'idée une seule fois, ici à Douala, de dire que allons au musée. On a fini par détruire même cette culture. Les enfants ne savent pas ce que c'est. Ils disent que papa, quel est ce Djoudjou? Le Djoudjou là, tu l'amènes à la maison pour faire quoi? Parce que dès l'école, dès la base, on leur apprend par la nécessité de ces œuvres d'art. On leur apprend par la nécessité de se réapproprier de leur culture. Au contraire, et je sors par là, la plupart des prêtres, tout à l'heure, je crois que Yamka en parlait, quand ils prenaient ces œuvres d'art, qu'est-ce qu'ils disaient pour la plupart? Ils disaient que non, ce sont des trucs malfaisants. Hein? Il faut même les jeter, il faut les brûler. Or, ils vous faisaient croire qu'ils allaient les brûler, ils les mettaient dans des caisses bien aménagées et les rapatriaient chez eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec... c'est-à-dire que quelqu'un dit nous avons nos dieux. Ce ne sont pas nos dieux, c'était les éléments, n'est-ce pas, cultuels. Qu'est-ce qu'ils en ont fait après? Qu'est-ce qu'ils ont pu exploiter là-dedans? Personne ne nous le sait. Donc, une fois de plus, il faut qu'on ait des États qui soient à la hauteur de ces enjeux. Il ne faut pas qu'on continue à avoir des États qui se soucient très peu de l'art, qui ne comprennent même pas ce que c'est. Et on va presser, on va dire oui, ramenez-nous nos œuvres d'art, on va les ramener. Les gars vont faire quoi avec? Ils vont les parquer comme on les va parquer dans ce que tient lieu de musée, où l'humidité et d'autres intempéries les frappent, les détruisent de temps en temps. Je dis faisons attention. Oui, au retour de nos œuvres d'art en Afrique, mais commençons d'abord par travailler pour, j'allais dire, mettre en valeur. Non, pas mettre en valeur, ce n'est pas le thème que je veux dire, mais travailler pour essayer de conscientiser notre peuple sur ce que sont ces œuvres d'art et ce que ça représente dans notre culture. Deuxièmement, bâtir, n'est-ce pas, des espaces, ça peut être des musées, ça peut être d'autres types d'espaces, où nous serons à peu près rassurés que dès le retour de ces œuvres d'art, ils vont trouver un lieu bien confortable où ils seront installés et où maintenant nous sommes pour maintenant développer cette économie du tourisme, n'est-ce pas, culturel, qu'on fait semblant de ne pas voir ici. Tout à l'heure, Yama parle des chiffres, quelques chiffres. Il y a toute une économie tout autour. On va former des gens, n'est-ce pas, dans tous les domaines. Les domaines sont variés, hein, et ils vont de la restauration, jusqu'à la conservation. Oui. Les domaines sont variés. Il faut former les gens à le faire, à bien le faire, mais surtout, vraiment, à donner l'envie. Maintenant, tu vois comment ça s'imbrique aussi avec le développement à la fois économique et social, qu'on donne envie aux gens de partir des États-Unis un peu partout pour venir les visiter là où ils ont été conçus. Mais si nous continuons à voir les états tels qu'ils sont, où les gens sont devenus plus que égoïstes aujourd'hui, ils sont plus que nombrilistes, ils ne pensent pas à la nation, ils pensent à leurs petits ventres, à eux-mêmes et à leurs enfants. Je crois que ce serait une très mauvaise affaire de ramener là maintenant ces œuvres d'art en Afrique, parce que je suis désolé de le dire, on ne leur rendra pas de tout service, ni à leurs concepteurs, mais surtout ni à notre culture. Tant Tatinda jusqu'à preuve de canton, c'est quand même qu'au Cameroun, et sans oublier en Afrique, dans certains pays africains, parce qu'il y a certains pays africains également qui aiment l'art, mais au Cameroun, on a l'impression que l'art, c'est pas vraiment dans l'identité même des Camerounais. L'art, c'est dans l'identité des Camerounais. Quand vous allez en fait au Nord Cameroun, véritablement dans les grandes fantasias, vous allez dans les grands lamidas, vous allez dans les chefferies, c'est ça la grande symbolique, et comment je veux même dire que le grand prestige d'une chefferie à l'ouest, quand vous allez dans le royaume Bamoun, même dans le sud, l'art c'est important. La première des choses que je veux dire, monsieur Ngoz, c'est que ce rapport est totalement mensonger. C'est-à-dire que ce rapport a été commandé en quelque sorte par ce qu'on va appeler en fait le Parlement européen, pour blanchir véritablement et essayer d'atténuer la responsabilité des voleurs. C'est un rapport idiot, mensonger. Voilà,
truffé véritablement, comment je vais dire, c'est du révisionnisme. Il peut être attaqué et je ne comprends pas. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent en Europe pour dire que on ne veut pas endosser ce rapport. Vous avez pillé l'Afrique, ayons au moins l'humilité de dire véritablement qu'on a pillé. Donc ne nous racontez pas cette histoire. C'est un véritable mensonge. La deuxième des choses qu'il faut dire, c'est que, vous savez, dans ce qu'on a appelé en quelque sorte œuvre d'art, il y a même eu la science. Il est démontré aujourd'hui que ce qu'on appelle le fameux théorème de Pythagore, vous n'aurez pas pu construire les pyramides d'Égypte. Si vous n'aviez pas su et maîtriser la petite règle mathématique qui veut que dans un triangle à angle droit, la somme du côté adjacent, du côté opposé, au carré, est égale au carré de l'hypoténuse. C'est là où est basé en fait l'essentiel de la géométrie. Ça a été carrément volé. C'est-à-dire ces règles mathématiques, on les retrouve même dans la construction de certaines œuvres d'art. Ça veut dire que les ancêtres, comme il a dit M. Yam, Bassa, Bamileke, du Nord, qui concevaient des œuvres d'art, ben, il fallait maîtriser les règles de science, il fallait maîtriser les règles de mathématiques. Et c'est ça qui amène un voyou comme M. Sarkozy de vous expliquer que vous n'êtes pas rentré dans l'histoire. Parce qu'il estime que, je veux dire que, vous ne pouvez même pas relativement démontrer que vous avez existé. Vous n'avez pas un patrimoine qui retrace en quelque sorte votre existence. Et cela a été relativement pillé. Je regardais il y a 2 ans un défilé de haute couture à Paris. Vous savez ce qu'on faisait défiler? Le kaba. Mais le kabangondo, je veux dire que c'est... Je suis un peu en désaccord, pas tout à fait, pas dans l'esprit et sur le fond avec monsieur Yam. Le kabangondo, pour moi, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art, une véritable œuvre d'art. Et il le faisait défiler avec ce qu'on appelait le tissu wax. Vous savez que le tissu wax est produit en Hollande, au point où aujourd'hui c'est devenu à la limite même, entre guillemets, un patrimoine de la Hollande. On vous explique que c'est le wax hollandais. Mais le wax est d'inspiration purement africaine. C'est-à-dire que c'est un tissu qui se base... D'ailleurs, ça raconte une histoire. C'est-à-dire ça raconte quelque chose. C'est souvent des batailles. C'est-à-dire des batailles victorieuses entre les peuples qui étaient célébrées sous forme d'écriture et sous forme de dessin et qui étaient repris en quelque sorte, comment je vais dire que dans ce qu'on pouvait appeler à l'époque le vestimentaire en fait des guerriers qui représentait le wax. Donc le wax a une histoire, on lit dans du wax. Mais aujourd'hui c'est devenu à la limite, entre guillemets, les Hollandais se sont appropriés ça. Donc pour ça il n'y a aucune confusion à avoir. Et quand vous regardez véritablement le pillage, mais le pillage a commencé depuis l'ère des temps. Le grand pillage, pendant relativement la traite négrière, qui faisait l'inventaire? Moi, je suis arrivé un jour chez un agriculteur dans le sud. Il en rigolait parce qu'il m'a montré une statue. Et il m'expliquait qu'il avait été dans une visite à Madagascar. Parce que la quasi-totalité des agriculteurs en Europe aujourd'hui sont relativement en faillite. Totalement. Ils vivent grâce aux subventions de l'Union européenne. Et à partir de là, excusez-moi, ils sont tous relativement divorcés, ils sont tous seuls, donc il leur faut des campagnes. Et généralement, ils vont à Madagascar. C'est une filière même là-bas où ils vont chercher des femmes. Mais au-delà d'aller à Madagascar chercher des compagnes de vie et de chercher des épouses, mais ils profitent pour piller. Et je lui demandais effectivement comment est-ce qu'il a pu le ramener si la communauté... C'est-à-dire que dans laquelle il était allé chercher son épouse était d'accord de lui donner cette œuvre d'art. Il expliquait que je sais pas trop, mais j'ai pu l'acheter. Et puis j'ai expliqué que acheter peut être un délit grave. Parce qu'on ne vend pas une œuvre d'art, c'est interdit. Vous allez en Europe, vous ne pouvez pas ramener une œuvre d'art européenne sur le continent africain. C'est interdit. Si aujourd'hui, on classe un crime, une pollution de superficie, une pollution de terrain ou de territoire comme un crime contre l'humanité, afforer une œuvre d'art. Donc, nous sommes véritablement dans une situation assez compliquée et nous ne comprenons pas véritablement la politique africaine. Parce que pour pouvoir même dire qu'on vous a pillé, il va falloir faire ce que M. Yam a dit, que la traite négrière a été un crime contre l'humanité. Et un crime contre l'humanité, ça engendre des conséquences. Ça ne se résume pas tout simplement à la mort des Noirs. Ça se résume au pillage véritablement de notre histoire. Je vais même plus loin. Au-delà même de piller les œuvres d'art, ils sont allés plus loin. C'est-à-dire qu'on corrompt les esprits.
Quand vous regardez les livres d'histoire en France, ils ont un chapitre qu'ils interprètent que véritablement intitulé l'héritage de la colonisation. À mes temps libres, à mes temps difficiles en France, je donnais des cours à des enfants de 3e. L'héritage de la colonisation. Et vous savez ce qu'ils racontent dans ce chapitre? Eh bien, ils expliquent aux jeunes Européens que la colonisation, oui, ça a été difficile et tout, mais en même temps, on a laissé en Afrique beaucoup de choses. Parce qu'on a permis aux Africains d'aller à l'école, on a permis de former des Africains, on a mis sur pied les premières administrations africaines, on a construit des hôpitaux, et ils vous citent en fait ces missionnaires qui sont venus construire des autres. Ce qui fait qu'un jeune Européen qui a en fait appris à partir des livres européens et des professeurs européens l'histoire de la colonisation, quand vous lui dites que c'est un crime contre l'humanité, ben il sursaute. Il dit, ben c'est un crime, mais ça vous a permis d'avoir vos premières écoles, votre administration, de vastes plantations, un embryon de vie économique. Donc, au-delà de vouloir la restitution des œuvres, mais l'Afrique doit aller dans un combat, même l'apaisement au-delà, je vais au-delà. C'est de dire que véritablement, c'est même aussi un crime d'enseigner la colonisation de cette façon-là. Moi, je suivais l'interview il y a 2 jours de M. Jean-Marc, de M. Ayrault. M. Ayrault, ça a été le premier ministre de M. Hollande. M. Ayrault a expliqué que ces œuvres d'art, d'ailleurs, ne rêvez pas. C'est la guerre qui va ramener ça. Ils ne vont rien vous donner. Absolument rien du tout. Donc même ce qu'on a donné aux Béninois, on explique que c'est temporaire. Que vraiment, d'ailleurs la France explique que si on se rend compte que cela n'avait pas été volé, eh bien nous allons faire des recours pour reprendre cette histoire. Mais M. Ayrault a expliqué qu'il va falloir voir. Parce que entre ce qui a été acheté, entre ce qui a été négocié, entre soi-disant les quelques œuvres qui ont été en quelque sorte volées, ben, il va falloir faire un inventaire. Donc pour eux, ils ne sont pas dans votre posture que ça a été volé. Et au-delà de ça, vous avez tous les pays européens pratiquement. Et ce débat-là a pratiquement cours uniquement en France. Vous l'entendez en Belgique? Voilà un pays, je ne sais même pas s'il faut faire, comment je vais dire, une stratification ou même un classement en termes de cruauté en matière de colonisation. Mais la colonisation belge, ça a été incroyable. Ça a été incroyable. C'est-à-dire que on égorgeait, on coupait les oreilles. On lynchait à mort quand vous n'atteignez pas le quota, comment je vais dire, de production de caoutchouc à partir d'un arbre d'EVA. C'est-à-dire que le colon belge, c'est un pays qui devrait avoir honte. Je serai belge. Il n'est pas question ici véritablement de responsabilité des peuples européens. Ils n'étaient pas nés. Mais je veux dire que je serai belge, j'aurai honte. J'aurais honte de marcher dans la rue. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les plus grandes attaques, en quelque sorte, sur ce qu'on va dire les symboles, et sur ce qu'on va dire que comment on appelle ça, à l'effigie, en quelque sorte, des statues, ont lieu en Belgique. Donc, vous voyez donc que en Belgique, ce débat n'existe pas. Des pays comme le Portugal a bâti sa civilisation, c'est-à-dire que sa vie, son existence, même sur la traite négrière. Le débat n'a pas cours en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Vous avez quelqu'un comme M. Arnault. M. Arnault, c'est la première fortune française. Il est à la tête d'un groupe qu'on appelle LVMH. C'est-à-dire que la première entreprise du luxe. Ben, le patrimoine de cette entreprise du luxe, c'est quoi? C'est ça. C'est la première capitalisation boursière du CAC 40. Monsieur Arnault. Vous avez un autre qu'on appelle Pinault. Et tous montent ce qu'on appelle des fondations. Et ces fondations-là, en fait, ont des bâtisses dans lesquelles il y a ce qu'on appelle des œuvres d'art. Ils se font appeler des collectionneurs. C'est quoi leur collection? C'est quoi leur collection? Je ne parle pas de l'industrie qu'il y a derrière. La simple ville de Paris, c'est 10 millions de touristes par an. Si chaque touriste dépense 100 euros, 100 euros, c'est 2 bons restaurants à Paris. C'est 1 milliard d'euros. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Vous n'arrivez pas à Paris sans aller à l'Opéra, au musée du Louvre, sans aller au musée du Quai Branly. Moi-même, le jour que j'y ai mis pied, j'avais 3 semaines, j'allais à cette histoire-là. Regardez.
Et j'étais surpris parce que je trouvais beaucoup de choses. Je disais que mais c'est comment? Est-ce que je comprenais pas bien. Je disais mais les peuples bamileke ont été à l'autre parce que je retrouvais quand j'entre dans ma petite chaufferie de Bamentim un certain type de statues, d'œuvres d'art qui parlent de l'histoire de mon village. Je trouvais des choses qui avaient une ressemblance terrible et je le retrouvais à l'opéra. Et même pour accéder à certaines salles, vous avez des paiements en plus sur ces enjeux financiers. Vont vous le rendre comment? Donc, M. Yamtiba avait parfaitement raison. Qu'on décrète ça, c'est-à-dire que de vol, qu'on décrète crime contre l'humanité. Et là, maintenant, que l'Union africaine, que les pays africains, aucun pays africain seul ne peut négocier cette histoire. Que représente le Bénin? Je vous dis 10 milliards. C'est-à-dire que pratiquement 1 milliard d'euros, si chaque touriste dépense, je vais dire que 100 euros. Que représente le Bénin qui a à peine 10 milliards de dollars de produits intérieurs bruts face à une puissance comme la France et dit remettez pour l'œuvre d'art. C'est quelque chose même. Il y a également que le Cameroun et le Tchad. Hein. Les Africains ont besoin même d'alliés puissants. Les Africains ont besoin d'art. Que oui, il affichait son racisme. Mais moi, j'avais l'impression qu'il affichait le mépris de la race noire. C'est-à-dire qu'il égorgeait George Floyd. Pour moi, c'est équivalent. Il égorgeait George Floyd, les mains dans les poches et souriant. Ben, voilà l'histoire de ce qu'on peut appeler, les œuvres d'art. Je vous rappelle que si l'on ramène ces œuvres d'art chez nous, nous pouvons commencer à faire le deuil de notre traite négrière. Je vous rappelle que l'Afrique n'a pas encore fait le deuil des traites négrières. Nous n'avons pas encore pleuré. C'est-à-dire que ces Africains décimés pendant 4 siècles. Donc, voilà ce que l'on peut dire sur cette histoire. Ce rapport est strictement mensonger. Les hommes politiques européens sont dans une posture de vous expliquer que ça a été négocié et qu'il faut une forme d'audit pour voir sur les 90 000 œuvres s'il y a 5% d'œuvres assez douteuses dont on peut dire que oui, on vous retrocède. Mais c'est la guerre qui va ramener cette histoire. Comptez pas sur ces gens. Les Juifs ont rétabli leur histoire et les Juifs jugent tous ceux qui ont participé à la Shoah. Que vous soyez à Bamentim, au fond de Bamentim, les Juifs ne demandent pas l'autorisation du Cameroun avant d'entrer dans le territoire camerounais. Ils viennent vous chercher où vous êtes, ils vous ramènent en Israël et ils vous font un procès. Albert Anatola, ici, vous l'avez bien compris les uns les autres, jusqu'à preuve de contraire. Donc, la France ne va pas rétrocéder justement ce qu'elle a volé à l'Afrique. Je parle bien sûr des œuvres d'art. Pourtant, il y a une convention de l'UNESCO qui est contre l'exportation illicite des œuvres d'art. Vous me parlez de l'UNESCO. Écoutez, il faut d'abord, les autres, quand tu prends la parole en dernière position, c'est mieux très compliqué parce qu'ils ont pratiquement tout dit. Mais ce que je dois pouvoir quand même indiquer, c'est quoi? C'est que il s'agit d'un pillage et même du vol qui a été quelquefois opéré avec la complicité des nôtres. Parce que c'est quand même, à mon sens, curieux qu'on puisse venir sur le territoire camerounais, sur le territoire béninois, prendre une œuvre d'art et le ramener à Paris, à Londres ou bien à Washington. C'est une curiosité. Mais je voulais quand même, comme j'aime toujours évoquer les faits historiques, lors de sa dernière tournée africaine, notamment, je crois, c'était au Burkina Faso, M. Macron a pris l'engagement. Et il a pris 2 engagements. Le premier engagement, c'était de déclassifier les archives. Le second engagement, c'était justement de ramener sur le continent africain les œuvres patrimoniales africaines. Et parmi ces œuvres patrimoniales, vous avez les œuvres immatérielles, vous avez les œuvres matérielles. Ça, c'est important. Tout à l'heure, le grand frère Tangina parlait du Kabangondo. Il y a aussi les coiffures. Vous avez les coiffures qui constituent justement les œuvres d'art africaines. Vous avez les papyrus. Vous avez un certain nombre de choses. Vous avez même les plantes. Au Cameroun, vous avez par exemple les perroquets verts et les lamentants qui sont interdits d'exportation. Mais vous avez quand même des blancs qui les volent qui veulent les voler et ils les ramènent au sud de tout le monde. Donc ça fait donc partie. Donc c'est juste un aspect de la problématique. Mais je pense que d'une manière générale, moi-même je constate. Et puis vous savez, c'est une parenthèse. La culture est la seule chose qui vous reste lorsque vous avez tout perdu. Et si on commence déjà à vous piller votre propre culture, à vous la voler, ça veut dire qu'on veut absolument vous mettre à terre sur le plan culturel. C'est-à-dire qu'on vous dépouille votre identité. Maintenant, à la place de ces œuvres patrimoniales, on vous crée des centres culturels pour vous enseigner une autre histoire, une autre culture. On vous crée
et on vous ramène Canal+, Canal Sat sur le continent africain pour vous enseigner notre culture. C'est ça qu'il s'agit. Et quand vous commencez évidemment à être très intéressé par cette problématique, il vous crée un incendie. Ou bien il vous envoie les terroristes bombarder comme ça s'est passé à Tombouctou. Donc moi je pense que il est de la responsabilité, d'abord notre propre responsabilité, c'est ce que nous faisons sur ce plateau, maintenant la responsabilité même des gardiens de la tradition. Parce que j'ai assisté un jour ce que j'ai trouvé comme étant un scandale à l'ouest. Il y a des touristes qui entrent dans un lieu sacré, sans débourser un copec, avec un guide, semble-t-il, et il y a un qui en est ressorti avec une œuvre patrimoniale. Il a volé. C'était un voleur. Mais j'ai bien dans la case sacrée. J'ai bien dans une case sacrée. Donc je pense, donc voilà, c'est comme ça, donc, à mon sens, que c'est une chose de passe. Vous avez parmi les œuvres patrimoniales les herbes médicinales. Je connais un père, j'ai l'habitude de citer son nom ici, Éric de Rosny, qui a fait écrit tout un livre sur les plantes médicinales. Il s'agit des connaissances qu'il a obtenues pour 0 copain. Il venait, il vous pontifiait avec la Bible, avec les belles paroles, et puis il récupérait l'essence même de votre culture. C'est autant de choses. Or, chez eux, quand ils ramènent ces œuvres chez eux, que ce soit les œuvres patrimoniales, matérielles ou immatérielles, ça leur génère de l'argent. Mais chez nous, on leur donne ça de manière gracieuse, comme si c'était pas quelque chose, c'était un junju. Je suis toujours très surpris lorsque je vais, par exemple, au carrefour Rond-Point des Dos. Il y a une œuvre qui paraît bizarre là, qu'on appelle, je crois, le junju. Ce qu'ils trouvent paradoxal, c'est que les citadins de Douala insultent cette œuvre d'art là, alors que cette œuvre d'art est appréciée par les touristes expatriés. Allez comprendre où est l'erreur. Donc moi je pense donc, à mon sens, il faut justement, et je pense que cette situation est le fait de l'absence d'une véritable politique culturelle. C'est vrai. Parce que si il y avait une véritable politique culturelle, on n'en serait pas à avoir nos œuvres patrimoniales qui sont volées. Allez à Yaoundé, dans ce qu'on appelle pompeusement le musée national. Est-ce que c'est gardé? Est-ce que ces œuvres sont protégées? Est-ce que véritablement c'est rentabilisé? Allez voir sur place pour que vous ayez la bonne réponse. Construit. Allez voir sur place. Déjà que l'ancien palais en lui-même constitue un patrimoine. Maintenant, tout à l'heure, vous avez évoqué, il y a plusieurs forêts en Afrique. C'est-à-dire, je parle des forêts, je parle des espaces maritimes ou bien arboricoles qui sont classés patrimoine UNESCO. Mais je vous dis que les mêmes représentants de l'UNESCO vont dans ces endroits-là pour les piller. Tout à l'heure, j'évoquais le cas des Lamentins, j'évoquais le cas des perroquets verts. Il y a plein de trucs comme ça. Mais vous verrez que les mêmes gens viennent les piller. Et on ne va pas oublier également le plus petit perroquet du monde. Alors, moi je pense donc très cher. Il faut donc justement, parce que j'ai vu il y a quelques semaines, quelques images du côté de l'Hexagone, un collectif d'Africains qui, du côté nantais, qui revendique le repatriement des œuvres patrimoniales africaines. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Je ne suis pas sûr qu'ils vont véritablement porter leur voix au niveau, cela nécessite d'être porté. Justement, on va regarder certains de nos confrères africains, justement du côté de Nanterre, qui ont pris l'initiative d'entrer dans un musée et de récupérer d'ailleurs ces œuvres et demandent en tout cas le rapatriement de toutes les œuvres africaines sur son sol. L'esclavage. Donc aisément aujourd'hui, nous nous sommes décidés de venir récupérer ce qui nous appartient. Nous n'étions pas là. Et ils sont passés, ils ont pris ce qui nous appartient. Donc, on ne demande jamais à un voleur ce qu'il a pris. Ou, monsieur, s'il vous plaît. Hein? Donc, ils ont coincé ça, un truc qu'ils ont volé. Et ils ont
Donc c'est tellement pressé, je suis venu récupérer les biens volés de l'Afrique. Ces biens qui ont été volés sous la colonisation en entre 1880 et 1960. Donc l'Afrique n'était même pas un État. Ils sont venus prendre des choses qui ne leur appartiennent pas et ils ont mis dans ces musées pour récolter des millions et des milliards. Ce qui nous appartient, nous appartient. Nul n'a le droit de venir prendre ce qui appartient au peuple africain parce que c'est notre patrimoine, c'est notre richesse. Et ceci a apporté des millions et des milliards à toute l'Europe occidentale. Donc vous voyez que je me démerde pour dévisser ça. Venez les frères, on va dépiécer ça, on va partir avec à la maison. Voilà. On part avec notre bien, je suis venu récupérer ça au musée de Quai Branly. Donc je pars avec à la maison. C'est une richesse qui nous appartient et qui aujourd'hui mérite de retourner à la maison. Pendant que ces choses ont été pillées, c'était sous la colonisation et sous l'esclavage de 1880 justement en 1960. Vous voyez tous les œuvres d'art venues du Cameroun, du Congo, du Sénégal, du Bénin et de partout. Voici ces œuvres d'art qui ont été pillées et je suis venu récupérer ça. Au nom de l'unité, la dignité et le courage, ça rentre à la maison. On ne demande pas à un voleur la permission de prendre ce qui vous appartient. Ils ont pris ce qui ne leur appartient pas. Je suis venu prendre ça et je récupère ça. À tous les Africains de l'humanité tout entière, vous qui avez contribué à voir l'Afrique piller, à voir les Africains mourir et couper, alors l'heure est venue de rétrocéder toute notre richesse. Je suis venu ici récupérer le bien qui m'appartient. D'ailleurs, ceci est le symbole même de mon clan et de ma tribu. Je ramène en Afrique tout ce qui a été pillé, tout ce qui a été volé, alors que le sang des Africains coulait de 1880 en 1960. Les fruits du colonialisme, du pillage et de l'esclavage. Messieurs, c'est au musée Quai Branly, en France, justement, ce compatriote, cet Africain, pur, mûr et dur, a voulu faire comprendre à la terre tout entière qu'il y a des œuvres qui n'appartiennent pas aux Français. Et ces œuvres ont été volées. Plus que 10 minutes, monsieur, pour sortir en tout cas de ces débats. Patient Parfait, donc votre réaction après avoir vu ces images? Non, mais c'est un grand, comment dire ça, c'est un coup d'éclat, quoi. En fait, pour sensibiliser davantage l'opinion à la fois africaine et européenne à cette injustice qui continue de courir. Je crois qu'on a évoqué tous les problèmes ici, c'est très important, mais il ne faut pas quand même oublier qu'il y a d'autres œuvres d'art qu'on ne peut pas toucher n'importe comment. Parce que même de simple toucher, on l'a dit sur ce plateau. Et même donc il faut faire très attention. Mais là, je crois que c'est un coup de force. Ouais. C'est pour toucher. Donc vous êtes d'accord avec tout le monde que jusqu'à preuve de contraire, ces œuvres ne seront pas rétrocédées. Il faut les prendre par la force. Créer un tribunal pénal justement pour la rétrocession de toutes ces œuvres d'art. D'abord qu'il faut qu'on commence à avoir une prise de conscience sur le continent africain. Parce que quand nous regardons nos décideurs de moment, je crois que c'est le monde de leur soucis. C'est le mutisme. Premièrement, c'est le monde de leur soucis. Deuxièmement, il faut éduquer notre jeunesse. Parce que sinon, on va tout perdre. Il faut éduquer les enfants dès le bas âge à respecter, mais surtout à comprendre le sens de ce qui est en train de se jouer là. Tout à l'heure, les démonstrations étaient faites, même sur le plan économique, de ce que nous perdons. Si nous étions en capacité, nous aussi, de construire de beaux musées, mais surtout de construire de belles villes, de belles économies, qui vont jouer le rôle des membres pour attirer complètement les gens. Maintenant, sur le plan purement culturel et scientifique, je vois par exemple cette œuvre, je crois que c'est fait sur la base d'un truc d'ivoire. Vous souvenez de l'os du Sango, qui a arrêté la première calculatrice au monde. Tout à fait. C'est du génie. Tout à fait. Quand on vous explique vraiment le concept de l'os du Sango, les algorithmes, c'est du génie. Ça veut dire que c'était la science au sens pur. Ça veut dire que sur le plan des religions, de la spiritualité, il y a beaucoup de choses qui ont été, dont on nous a déconnectés avec le vol de ces œuvres d'art. Mais maintenant, une fois de plus, je dis, je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit, d'ailleurs, vraiment j'insiste là-dessus, mais que nos dirigeants commencent à prendre au sérieux notre culture. Vraiment, quand vous êtes dans les villes camerounaises, oui. Ce qui fait donne lieu de musée national Yaoundé, c'est une honte. C'est une honte. Alors, comment voulez-vous qu'on vous restitue des choses aussi fragiles, des choses aussi sensibles, mais des choses qui n'ont pas de prix en réalité, alors que vous-même, vous ne vous donnez pas les moyens
pour faire quelque chose. Regardez le palais de l'ancien président du Cameroun, le premier palais à Yaoundé. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a complètement, comment dire ça, défiguré en faisant quoi? En essayant de faire les bureaux d'une sous-préfecture de ce palais premier dans l'enceinte du palais. Au point où dans 10-15 ans, les enfants auront l'impression que ce monument était comme ça, oubliant que ça ne représente plus en rien le palais présidentiel de l'époque. Donc, même la culture de la conservation de nos monuments pose un problème. Quand vous allez à Bonanjo, n'est-ce pas, vous prenez la route qui mène vers l'ancienne direction de la régie Ferkam. À droite, vous avez une vieille bâtisse où les gens vendent des répliques d'œuvres d'art en bas. Vous savez à qui appartenait cette bâtisse? C'était l'un des plus grands agriculteurs camerounais de l'époque. Regardez ce bâtiment. Moi, je suis passé un jour devant ce bâtiment avec un ami portugais avec qui était venu faire des affaires. Il m'a dit, j'ai visité tout le Cameroun, c'est la plus belle bâtisse. Mais elle est en train de disparaître. Elle a des études d'ailleurs. Alors, c'est quoi? Donc j'ai des sentiments qui sont partagés. En même temps, je me dis bravo à cette jeunesse qui essaie de pousser. Mais d'un autre côté, quand je regarde nos dirigeants du moment, vraiment, c'est autre chose. C'est pire qu'un pis-aller, hein. Docteur Yam, jusqu'à preuve contraire, il y a également une autre question qui reste en suspens. Est-ce que toutes ces œuvres d'art, ces pays qui réclament d'ailleurs la rétrocession de ces œuvres d'art, est-ce qu'il y aura la traçabilité? Est-ce qu'on pourra reconnaître que cette œuvre vient du Cameroun, elle vient du Mali, elle vient d'ici? Deux choses, oui, bien sûr, ça va de soi. Nos cultures ne sont pas... elles sont pas si interchangeables que ça, en fait. Parfois, ces cultures sont également similaires. Similaires, mais les gens savent d'où chaque chose peut venir. Je voudrais faire 3 précisions avant de répondre à vos questions. Il n'est pas question de se demander, monsieur Ndom, s'il faut que nos œuvres viennent ou ne viennent pas. Quand votre enfant a été perdu et qu'on vous dit qu'on doit vous ramener votre enfant, on ne commence pas à demander si vous pouvez le nourrir ou pas. Il vient d'abord, c'est votre enfant. Il n'y a pas de débat là-dessus. Deuxième chose, monsieur Aïssi, je pense qu'il faut que nous soyons sérieux et nous soyons clairs. Ces gars-là, ils ne sont pas sérieux. Donc, il n'y a jamais eu de complicité. N'appelez pas complicité le fait que quelqu'un vienne, il vous met un pistolet à la tempe et vous dites que vous êtes complice. Complice veut dire que vous êtes libre. Oh, ce n'était pas un état de liberté. Donc, quand il n'y a pas un état de liberté, on ne peut pas parler de complicité. Donc, je pense que quand vous avez en face de vous des gens comme ça qui ne sont pas sérieux, nous devons être rigoureux, beaucoup plus rigoureux avec eux. C'est comme tous ces métis nés pendant la traite négrière. C'était des viols. C'était des viols. On ne peut pas expliquer que la négresse était amoureuse. Simplement. C'était des viols. Tous les métis nés pendant la traite négrière. Il n'y a pas eu de complicité. Il n'y a eu aucune complicité de notre part parce qu'on avait le pistolet sur la tempe. Quand vous avez un pistolet sur la tempe, vous n'êtes pas complice. Ça, un complice, c'est quelqu'un de libre qui s'engage dans une activité avec un autre. C'est ça qu'on appelle un complice. Vous êtes complice avec votre épouse, non? Parce qu'elle a accepté de vivre avec vous, elle vous aime beaucoup. Oui. C'est ça la complicité. Mais être complice, c'est pas avec des gens qui viennent voler chez vous. Vous n'êtes pas complice avec des braqueurs. Donc, je crois que quand j'ai dit ces deux choses-là, je voudrais insister pour dire pour dire que aujourd'hui, le vrai enjeu, n'oubliez pas, l'une des orientations stratégiques de la France, c'est l'exception culturelle. Voilà. Sous François Mitterrand. Quand il négocie le traité de Maastricht. Pourquoi? Parce que la question de l'exception culturelle représente, je crois, pratiquement 10 à 15% du PIB de la France. Et dans ces 10 à 15% du PIB de la France, ça veut dire que nous sommes en train de parler de quoi? Nous sommes en train de parler de pas loin de quelque chose qui va chercher, je crois, dans les 900 milliards d'euros. Dans les 900 milliards d'euros. Et donc, en réalité, quand vous cherchez là-dedans les musées dans lesquels se trouvent nos œuvres, se trouvent nos choses volées, représentent pas loin de la moitié. Tout à l'heure, quand il parlait de 100 euros sur pratiquement, ça représentait à peu près 360 milliards d'euros. Donc, en fait, en France, aujourd'hui, ce que nos œuvres rapportent n'est pas loin de 500 milliards d'euros. Plus les 400 milliards d'euros du franc CFA, ça veut dire que sur les 800 milliards de PIB de la France, l'Afrique continue à contribuer passivement pour près du tiers. Alors, quand vous prenez ce genre de choses, il ne s'agit pas d'un jeu. Nous sommes là dans quelque chose d'extrêmement grave et je suis absolument d'accord avec Ndom pour dire que ce ne sera pas une affaire de pays à pays. C'est pour ça que dès le départ, je dis une commission de l'Union africaine, c'est-à-dire qu'en fait, pas une commission, c'est un commissariat
que les États africains s'entendent pour créer et qui donc va gérer cette affaire. Et ce commissariat aura un certain nombre de choses. D'abord, identifier et répertorier toutes ces œuvres, créer une brigade service spécial qui va traquer de police, qui va traquer partout dans le monde où se trouvent nos œuvres. Parce que c'est ça l'invasion. On comprend, monsieur, nous sortons rapidement. Et parce que le temps nous est voilà, parti. donc, désolé, mais et enfin, c'est peut-être la dernière chose que je voudrais dire, et enfin, il est possible que nous, les Africains, soyons disposés à négocier avec les Européens pour que certaines de ces œuvres restent pendant un certain temps dans leur musée. Nous ne sommes pas des sauvages. Nous ne sommes pas des sauvages. Nous ne sommes pas des gens violents. À rester pendant un certain temps dans leurs œuvres pour les soutenir, surtout en ce moment de crise économique. Et donc, ils nous rétrocèdent une partie des chiffres d'affaires de ces musées-là. Monsieur. Et nous, ça nous permet également, nous n'avons pas besoin de leur aide. Voilà les sources de nos financements. Et ils vont donc en même temps financer les filières d'histoire de l'art et de conservatoire des arts dans nos pays pour que nous ayons des experts qui iront partout. Quand il y a des rapports bidons comme ceux qu'ils ont fait là, il faut que ce rapport soit audité par nous. C'est nous qui devons leur dire, vous avez volé tête chaud chez nous et nous devons aller nous assurer que tout ce qui est là-bas est effectivement répertorié. Ce travail-là n'est pas un travail de gens qui vont rigoler et qui vont commencer à sourire quand les Occidentaux parlent. Là, je suis d'accord que les chefs d'État actuels, les gouvernements actuels ne prennent pas la pleine mesure de cette affaire. Mais là, je viens de vous dire, quand on parle de 1000 milliards d'euros, je crois que toute l'aide que l'Afrique a reçue depuis 1960 n'atteint pas 1000 milliards d'euros. Vous ne saurez pas avec les cas de vos pays actuels. Merci, messieurs. C'est au peuple que je m'adresse pour qu'ils sachent quel genre de personnes doivent diriger nos pays aujourd'hui pour que nous soyons... Albert Anatola, ici, votre mot de fin rapidement, parce que là, le docteur Issoba est là pour le cœur de droit. Ce qui s'est passé à Nanterre n'est que la suite d'un débat qui a commencé il y a très longtemps sur d'autres plateaux, un débat animé par nous et pas les autres. Je pense que, mais c'est bien que symbolique, je crois que ça doit pouvoir susciter une prise de conscience. Ceci étant, je pense également que, et ça c'est important de le préciser, il faut que véritablement nous ayons une politique culturelle en Afrique. Absolument. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons beaucoup de monuments qui constituent des patrimoines culturels. Tout à l'heure, le grand frère l'a indiqué quelques-uns du côté de Bonadou. Il y en a plein comme ça dans toute la République du Cameroun et ailleurs, qui sont abandonnés, quelquefois même détruits pour construire des trucs modernes. C'est une aberration. Merci beaucoup, Albert Anatola. Encore que ce dont vous parlez, le palais présidentiel ne reste je crois que les temps changent, les temps sont en train de changer. Pour l'histoire, Messieurs, nous terminons de combat. Dans le cadre d'un deuil national, d'un deuil sur l'esclavage et la colonisation, ces monuments construits par les colons et les esclavagistes doivent être rasés. Parce que, je vous explique, quand c'est rasé, ça vous permet de faire le deuil. Tout à fait. Comment on fait le deuil chez nous? Est-ce qu'on garde ce genre de choses? Merci. Bon, vous avez je suis juste en une phrase pour dire que les temps changent et les mentalités changent. Ça veut dire que les peuples européens aujourd'hui, sensibilisés, se rendent compte qu'on serait dans un monde plus sécurisé si tout le monde avait le bonheur chez lui. Et vous voyez, dans ce genre de combat, vous avez une forte jeunesse européenne engagé relativement dans ce combat. Donc c'est pour ça que même aux États-Unis, vous voyez les retours aujourd'hui de ce combat. Donc c'est pour ça qu'il faut sensibiliser relativement à l'échelle mondiale, à l'échelle universelle et dire que même ces œuvres d'art peuvent être patrimoine de l'humanité, mais en Afrique. Ça ne me gênerait pas véritablement que une œuvre d'art, un masque de ma chefferie soit patrimoine de l'humanité. Mais pour la visiter, il faudra venir à Bamintime véritablement et payer véritablement le prix fort pour la visiter. Donc nous ne sommes pas égoïstes comme l'a dit le docteur Timba. Nous acceptons et de plus en plus les peuples s'engagent, européens s'engagent dans ce combat et je peux vous dire que c'est la pression populaire européenne qui a mené les députés européens à contre l'avis de la Commission européenne, parce que c'est quand même bizarre en Europe où des commissaires européens qui sont nommés ont un pouvoir au-dessus relativement des députés européens, eux qui sont élus, qui ont imposé au Parlement européen de reconnaître cela comme crime contre l'humanité. Donc nous avons espoir, on va s'imposer aux choses. Et c'est de moyens symboliques, ils ont dit de manière symbolique. On va en parler demain. On va en parler demain, messieurs. Même s'il y a eu 67 abstentions, ça il faut également le préciser. Ben c'était l'extrême droite, c'est les voleurs, c'est les esclavagistes. Comment l'esclavagiste va voter le retour de l'œuvre alors que c'est lui qui a violé la femme, qui a volé, qui a pillé, qui a tout fait. Il faut qu'on construise des espaces qui vont attirer les touristes. Et n'oubliez pas, merci, tout ce que
l'église catholique a pillé et qui a été ramené au Vatican. On oublie même l'église catholique. Je suis un catholique, mais vraiment très choqué par ce apparemment, ce débat, voilà qu'il prenne 2 heures. Mais là, le temps nous est parti. Je vais vous dire, messieurs, merci d'avoir été là, patient parfait d'homme. Dr Yamti Balbert, Anatola ici, Tante Atinda. En tout cas, j'espère vous retrouver demain pour parler de l'esclavage, surtout de cette soi-disant, il faut le dire comme ça, symbolique. Ils ont déclaré symbolique du côté de l'Union européenne. En tout cas, c'était ça le débat, mesdames, messieurs. Dans un instant, nous prenons justement au cœur du droit avec le docteur Yam. Le docteur Essoba. Je suis encore avec le docteur Yam ici. Allons-y, messieurs. À bientôt. Au cœur du droit reçoit justement le docteur Essoba Luison. Je commençais par dire docteur Yam, alors c'est grave quand même. Bonjour et bienvenue à vous. Merci Steve Goss, bonjour à tous les téléspectateurs de DBS. C'est un plaisir d'être là ce matin. Quand vous avez suivi les uns et les autres, on parlait tout à l'heure de crimes contre l'humanité et contre l'Afrique. En tout cas, l'esclavage a été reconnu par l'Union européenne comme étant un crime contre l'humanité. Bien évidemment, j'ai été mordu des analyses qui ont été faites par les panélistes qui viennent de vider le plateau. Ce que je dois dire, c'est que, vous savez, c'est quand même extrêmement grave ce que nous sommes en train de vivre. Et le passage de Sarkozy, pas Sarkozy, mais Hollande au Cameroun, avait justement créé des mules à une tenue polémique par rapport à cette culture, par rapport à ces œuvres d'art. Vous vous rappelez que un des journalistes lui avait demandé à quand la rétrocession, justement. Et Hollande n'a pas pu apporter une réponse satisfaisante. Donc moi je pense que aujourd'hui l'Europe est consciente de ces pillages qui ont fait mal à l'Afrique, et je pense qu'il serait bien temps de trouver des stratégies pour les ramener. C'est une culture, c'est un patrimoine. Vous voyez, aujourd'hui, on a pris des exemples, les Kabangondo, même la musique. Vous voyez, même la musique, justement. Julien Pestre, le guitariste, vous voyez, il vous reprend les anciennes chansons Douala, les anciennes chansons Betty et tout ça. Mais c'est intéressant de nous savoir qu'un blanc de pur sang puisse s'intéresser à la culture musicale africaine. C'est intéressant tout ça. C'est intéressant. Mais le sujet qui nous intéresse d'ailleurs ce matin, Dr Yamb, on a vu un de nos confrères, journaliste, Ernest, en la personne de Ernest Obama, être arrêté comme ça au su et au vu de tout le monde. Autre chose qui manque d'ailleurs de dignité, c'est qu'on a demandé à ces derniers de se déchausser. Est-ce qu'en droit, cela est normal? Vous savez, Steve Goss, je pense que l'être humain bénéficie des droits inaliénables, des droits qui lui sont même d'ailleurs universels, parce que Dr Essoba qui se retrouve en Chine a sur le territoire chinois les mêmes droits qu'un Chinois. C'est-à-dire que c'est pour dire quoi? Que la protection est identique. On ne regarde pas, on ne fait pas de discrimination de race, de sexe, ainsi de suite. Le droit protège tout le monde au même niveau. C'est vrai qu'il y a des privilèges qui peuvent permettre à d'autres d'avoir un peu plus de prééminence, mais le principe, c'est d'abord que nous sommes tous mis au même pied d'égalité. Même quand vous avez tué, vous bénéficiez en principe d'abord de la présomption d'innocence. Oui. C'est-à-dire que c'est quand on aura établi votre culpabilité par un tribunal. Voilà. Or, ce qui se passe, c'est quoi? C'est tout un rapport de force inutile. Quand vous avez commis un acte, la première démarche qui se veut procédurale, c'est de vous donner une convocation et de comparaître. C'est-à-dire que Obama aurait pu avoir droit à une convocation. C'est-à-dire que qui lui dit, monsieur, venez au CED demain à 10h, on vous attend pour répondre d'un certain nombre des actes que vous avez posés. Et le défoulement, le déferlement de la police que nous avons vu. Moi j'ai eu l'impression que le Cameroun était en guerre. Parce que tout le déferlement, toute la cohorte des policiers que j'ai vu l'armada, mais c'était très fort. Pour un seul individu. C'est très fort. Et c'est comme s'il pouvait s'enfuir, alors il était rempli avec d'armes. L'image qui a d'ailleurs toute la conscience collective, nationale et internationale, c'est qu'on voit quelqu'un sortir nu pied ou pieds nus, c'est-à-dire il n'a plus de chaussures. On voit quelqu'un tenir ses chaussures de côté, mais c'est extrêmement grave. Stephen Goss, on peut ne pas aimer Ernest Obama. On peut ne pas aimer ce qu'il fait, ce qu'il fait ou les propos qu'il a souvent tenus, mais en tant qu'être humain, il mérite d'être traité avec dignité. Parce que c'est le principe.
C'est-à-dire que le traitement digne d'un être humain est d'ailleurs le baromètre même comment dire, qui permet de mesurer une démocratie et même le degré de protection des droits de l'homme dans un État. Parce que, écoutez, quand quelqu'un se fait arrêter d'une telle manière, il est conduit au service des commissariats, ainsi de suite. Mais c'est d'abord la méthode d'arrestation qui fait problème. Parce que, écoutez, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, la procédure, pour revenir techniquement, la procédure c'est quoi? On vous donne une convocation, on vous sert une convocation. Vous allez forcément vous présenter. Maintenant, si même vous n'y allez pas, on va vous recevoir une deuxième. Et il y a une troisième, ce qui est donc la troisième limite finale. Voilà. Oui. C'est-à-dire que dès donc que vous n'accédez donc pas à la troisième convocation qui vous est servie et que vous n'y allez pas, vous ne déférez pas, c'est là que l'armée ou la police peut donc se déplacer et même pas un armada, c'est-à-dire que quelques policiers ou un seul qui vient vous dire, écoutez, on vient vous prendre parce que vous avez eu 3 convocations auxquelles vous n'avez pas pu répondre ou adhérer. Donc, là, au moins, on voit une arrestation parce que vous êtes opposé à l'autorité de la loi. Mais là, c'était la première fois. Donc, ça veut dire simplement que on devait... Il n'y a pas eu de convocation. Il n'y a pas eu de convocation. Parce que nous avons suivi tout ça. Il n'y a pas eu de plainte. Il n'y a pas eu de plainte. Mais subitement comme ça... Et c'est ce matin qu'on nous apprend qu'il va à 10h, peut-être qu'il y est déjà, il est en train de comparer devant le procureur de la République. Donc, pour dire quoi, Stephen Goss, l'homme est digne. C'est le pourquoi je le dis toujours chaque fois que j'en ai l'occasion. L'homme n'est pas une pièce de rechange. Nous sommes une pièce unique. Même pas ton propre frère, on ne te remplace pas. C'est la raison pour laquelle l'une des missions fondamentales d'un test, c'est de protéger l'homme. Parce qu'en réalité, comme je le disais la dernière fois, il n'y a pas autre chose que l'homme. C'est-à-dire que l'homme, c'est la pièce unique. Donc, si le droit ou la loi, à un moment donné, ne peut pas protéger l'homme, on met la loi de côté parce que c'est l'homme qui fait la loi. Ça veut donc dire que ce qui arrive à Ernest Obama est extrêmement grave et je pense que l'État du Cameroun doit comprendre que aujourd'hui, nous sommes d'ailleurs dans un moment très sensible où je qualifierais d'un moment de fièvre. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a la fièvre qui entoure tous les Camerounais. C'est-à-dire qu'il y a des questions de graguer, il y a les questions de pouvoir, il y a les questions de sécurité, il y a les questions des droits de l'homme, il y a des journalistes qui ont trouvé la mort dans l'exercice de leurs fonctions. Donc nous sommes dans l'ère du pouvoir contesté. Et ça fait normal de savoir qu'à un moment donné, on pourrait violer un ensemble de procédures qui porteraient atteinte à la dignité humaine. Parce que l'homme, comme je le dis, est une pièce unique. Moi, j'ai une question à vous poser, hein, vous qui êtes enseignant de droit. Oui. On le sait, vous l'enseignez d'ailleurs, que nul n'est censé ignorer la loi. Oui. Mais on a l'impression ces derniers temps-ci que c'est ceux-là qui doivent normalement respecter la loi qui, à un moment donné, l'ignorent. Ou alors passent la majeure partie du temps à l'enfreindre. C'est le cas, par exemple, de ces policiers qui viennent arrêter quelqu'un, connaissant justement qu'il faut au moins 3 convocations pour arrêter quelqu'un comme ça. Vous savez, nous avons tous du respect pour nos forces de défense et de sécurité. Oui. On a tous du respect pour eux. Mais ce qu'on constate en réalité, c'est qu'ils ont l'impression d'être hors la loi. C'est-à-dire que... Eux-mêmes, la loi n'existe pas. Oui, la loi n'existe pas. Vous avez vu un commandant d'armes peut prendre une arme, tirer sur un citoyen. Un citoyen qui n'a pas porté le masque. Voilà, qui n'a pas porté le masque. Est-ce que rien ne lui arrivera? Non, écoutez. Un gendarme peut écraser un Bensikiner, passer, continuer à travailler alors que le mec, il est mort. Alors que le mec, il est mort. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que il faut donc revenir à la conception de l'état légal. C'est-à-dire que nul n'est au-dessus de la loi. Et parce que nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, pris par le principe de l'égalité, nous sommes tous égaux. Quand la loi doit frapper, elle frappe sans discrimination. Et on se rend compte, et votre constat est d'ailleurs alarmant. C'est-à-dire que ceux qui sont donc là pour veiller à la régulation de cette loi ne la respectent pas. Et c'est vraiment pourquoi je dis revenons à l'état légal. Parce que nous sommes en train de reprendre... Mais dans ce cas-là, docteur, où est passé le droit? Mais justement, le droit devient l'expression du plus fort. C'est-à-dire que, en fait, c'est le plus fort qui a le droit. Ce n'est plus le droit pour tous. C'est maintenant pour celui qui sait que, bon, écoutez, j'ai telle relation, je connais telle autre, je sais que si je fais même tel acte, je ne peux pas subir des répressions, simplement parce que j'ai telle relation. Et c'est ça. Parce que l'arrestation arbitraire, moi, je la qualifie d'arbitraire de Ernest Obama, et démontre à quel point celui qui a du pouvoir peut vous malayer n'importe comment, tout simplement parce que en sa possession, il a le pouvoir, il connaît tel, et les procédures peuvent aller rapidement.
Est-ce que lorsqu'on a besoin de faire une arrestation, alors dans ce cas-là, on demande aux concernés de se déchausser, de se déshabiller, d'enlever sa cravate? Pas du tout. Pas du tout. J'ai dit tout à l'heure que, écoutez, l'homme, dès sa conception, a déjà le droit à la vie. Dès la conception, c'est la raison pour laquelle, dans tout État qui se respecte, l'avortement est passible de condamnation ferme. Tout simplement parce que l'homme, dès sa conception... Au-delà de ça, il a reçu une gifle. Bon, voilà encore autant de dérives. Voilà encore autant de dérives que nous devons dénoncer. Ce qui se passe en réalité, c'est quoi? C'est que, regardez bien, je l'indiquais, je commençais pour dire que l'être humain, dès sa conception, a déjà des droits. Le droit à la vie. C'est la raison pour laquelle, lorsque une dame fait un avortement, on estime que c'est très grave parce qu'elle a fait perdre à quelqu'un un droit qui est celui de vivre. Et maintenant, quand vous vivez, il peut arriver que dans la vie, vous posez des actes ou des infractions répréhensibles. Oui. Et à partir de là, même jusque-là, on vous dit, OK, même quand vous avez posé tel acte, le principe, c'est que vous bénéficiez d'abord d'une présomption d'innocence. Et quand on aura établi votre culpabilité, eh bien, puisque la loi a sorti de sanctions, on pourra donc vous sanctionner proportionnellement à l'infraction commise. Ça veut donc dire qu'en réalité, le droit pose un certain nombre de procédures. C'est pourquoi nous sommes dans un état de droit. Ça veut dire que M. Essomba, le docteur Essomba fait tel acte, il a posé tel acte qui est contraire à la loi, il comparaît devant les instances compétentes, il est jugé et il purge sa peine s'il s'agit d'une peine privative de liberté. Ma dernière question, docteur Essomba, est-ce qu'en ce moment-là, lorsque ce genre de cas arrive, comme le cas d'Ernest Obama, est-ce que Obama a le pouvoir de porter plainte contre ceux qui... Mais naturellement. D'ailleurs, vous l'avez suivi, le professeur Camto l'a dit. Oui. Et il a d'abord évoqué l'idée de ce que Ernest Obama n'a pas été traité dignement. C'est-à-dire que sa dignité a été... C'est une atteinte à la dignité humaine. Oui, bien entendu. Au sortir de là, il peut justement engager la responsabilité de tous ceux qui l'ont arrêté de manière arbitraire et engager d'abord leur responsabilité personnelle. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un peu comme si on dit un supérieur hiérarchique vous donne l'ordre d'aller tuer, sachant lui-même que cet ordre est illégal. Et vous, le subordonné, vous partez appliquer. Non, écoutez, donc la responsabilité viendra d'abord de celui qui vous a donné l'ordre illégal d'aller le faire. Donc, Ernest Obama a la possibilité au sortir de là d'engager la responsabilité d'abord personnelle, s'il en faut, de chaque policier s'il les a identifiés, et maintenant engager les responsabilités collectives dans l'exercice d'une mission qui leur a amené à poser des actes qui enfreignent naturellement la loi et la dignité de l'homme. Merci beaucoup, Dr Essomba, d'avoir été là ce matin pour tous ces éclaircies. On a compris tout simplement que nul n'est au-dessus de la loi. Bien entendu. Tout le monde est justement égal à la loi. Et comme le disait un Bouddha Sensei, la loi de la loi est sans loi. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Restez sur DBS, l'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous et surtout, bon début de semaine. Au revoir.